Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour plutôt. Bienvenue ici au World Trade Center à Grenoble. Avant de vous expliquer comment la soirée va se dérouler, je tenais à laisser la parole d'abord à Emmanuel Roux, qui représente aujourd'hui le groupe Aesio, qui fait partie des co-organisateurs de cette conférence qui compose donc la première conférence d'un cycle. Emmanuel, je vous laisse prononcer quelques mots d'accueil et puis après je vous retrouve juste après. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ces rencontres d'Aesio. Alors Aesio, c'est un groupe qui s'est créé il y a maintenant 2 ans, qui regroupe trois grandes mutuelles, Adrea Mutuelle, Apreva et OVMCD, pour devenir un acteur important dans le monde mutualiste, dans la protection sociale. Et pour, je dirais, concrétiser cette unité, nous avons lancé il y a maintenant 2 ans des rencontres, le principe de rencontres, qui nous permettent d'aller justement à la rencontre de nos partenaires, de nos parties prenantes, des territoires. Nous avons fait une rencontre à Aesio en 2017 sur l'économie collaborative à Paris. Nous en avons fait une la même année à Lens, sur les territoires de la mutuelle Apreva, sur la santé au travail. Et puis récemment, cette année, une rencontre sur comment réussir la société de la longévité à Paris. Et maintenant, nous ouvrons aujourd'hui un cycle de 3 rencontres, ici à Grenoble, puis à Saint-Étienne, puis à Lille, qui sont des territoires très importants de nos mutuelles, sur le futur de l'emploi, qui est une thématique qui nous tient très à cœur, parce qu'évidemment, nous qui aujourd'hui nous développons beaucoup via les entreprises, nous les accompagnons aussi dans les mutations du travail et dans les mutations de la protection sociale dans le travail. Donc nous mettons en avant une réflexion sur des thèmes d'avenir, car nous sommes un groupe en construction qui a désormais une trajectoire de fusion des mutuelles à horizon 2020 et de rapprochement d'un autre grand acteur mutualiste, le groupe Massif. Et donc nous sommes résolument tournés vers l'avenir de nos métiers, l'avenir de nos entreprises, l'avenir de nos partenaires. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment mis l'accent sur la question de ce futur de l'emploi. Alors, nous alternons. Une rencontre a lieu à Paris, parce que le groupe, en se donnant une dimension nationale, évidemment, a un ancrage aujourd'hui qui est parisien, francilien, mais une rencontre sur 2 est aussi dans les territoires, parce que c'est de là que nous venons, fondamentalement. Il y a eu d'ailleurs, avant cette rencontre, une réunion de la section territoriale des Alpes, d'Adrea, qui a justement permis de montrer très fortement cet ancrage territorial extrêmement prononcé. Donc, cette réflexion sur les thèmes d'avenir, nous voulons l'avoir au plus près des territoires et en co-construction avec l'ensemble de nos partenaires. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle et ses impacts demain sur le travail. C'est une réflexion que nous avons en interne au niveau d'Aesio, à travers notamment les évolutions que ça induit sur le métier d'une mutuelle, le métier d'une structure d'assurance, et puis aussi le métier de nos entreprises, puisque ça induit beaucoup de bouleversements. Et au fond, on voit bien que cette réflexion, il faut l'aborder collectivement, compte tenu de l'ensemble de ses impacts. Voilà, donc je vais laisser bientôt la parole, et vous verrez, vous avez un nombre d'intervenants de très grande qualité, que je remercie beaucoup d'être présents pour cette rencontre. Rencontre qui donc a lieu aujourd'hui à Grenoble, voilà, qui est à la fois un symbole fort du fait de la réunion qui a eu lieu de la section territoriale, et également du fait que Grenoble est une ville qui a toujours mis en avant à la fois l'innovation technologique, l'innovation sociale. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on est très très heureux d'ouvrir ce cycle de rencontres ici à Grenoble le 8 octobre, et elles seront suivies par des rencontres à Saint-Étienne et à Lille bientôt dans les semaines qui viennent. Voilà, donc je vous remercie à nouveau de votre présence, et puis je vous souhaite une très très bonne conférence et des débats très riches. Merci à vous tous. Merci Emmanuel.
Alors pour ma part, je m'appelle William Elan Goldsmith, je représente Hub Campus, qui est donc co-organisateur non seulement de la conférence de ce soir, mais plus largement du cycle de conférences auquel faisait référence Emmanuel. Hub Campus, pour être très rapide, on a un constat qui est que les crises, qu'elles soient sociales, environnementales, citoyennes, économiques, ont l'air de se multiplier, ont l'air d'être de plus en plus complexes, d'être interconnectées. Et pour autant, on a la conviction qu'il existe des solutions qui existent sur le terrain, qui sont portées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, par des représentants des pouvoirs publics, des représentants du monde associatif, de l'entreprise, et que ces solutions, elles ont vocation à être connues. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons des conférences, des rencontres, afin de les porter à la connaissance du plus grand nombre. Le sujet qui nous anime ce soir, donc le sujet de l'intelligence artificielle et l'impact qu'elle aura sur le travail, nous interpelle évidemment, et je pense qu'elle interpelle chacun présent dans la salle, d'une part parce que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, que ce soit à travers des films de science-fiction, à travers des livres, des articles. Je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de passer à côté de visions parfois très angoissantes et très anxiogènes de ce que l'intelligence artificielle peut produire, et notamment sur le futur du travail. Et bien justement, nous avons souhaité mettre cette question en discussion, essayer d'être peut-être un petit peu plus mesuré, de montrer que certes, il y a une évolution technologique qui est indéniable, qui arrive et qui est déjà là, mais qu'il existe sans doute aussi des leviers à actionner afin de pouvoir ne pas simplement subir cette révolution qui s'annonce. Cette révolution, on peut donc la voir d'un côté très optimiste, d'un côté très angoissé, et on va essayer justement de faire le tri et d'essayer de voir quel est le scénario à imaginer pour qu'on puisse, pourquoi pas, penser une intégration positive de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Alors pour y parvenir, nous avons 4 intervenants, Emmanuel le rappelait tout à l'heure, de renom, que je vais demander de me rejoindre sur scène dès à présent, et puis sous vos encouragements et vos applaudissements. Marie-Christine, Erwan, Borna et Patrick. Voilà, je vous en prie, installez-vous donc sur les fauteuils. Je le disais, 4 intervenants qui chacun ont une expertise, qui ont un regard, qui ont un vécu sur l'intelligence artificielle. Peut-être quelques mots de présentation pour chacun, et puis après vous aurez évidemment le loisir de développer si vous le souhaitez. Marie-Christine Rousset, vous êtes professeure à l'Université Grenoble-Alpes, vous êtes membre du laboratoire d'informatique de Grenoble, normalienne en mathématiques, agrégée de mathématiques également. Et depuis 2012, vous êtes responsable du LabEx Percival Lab, qui regroupe pas moins de 800 chercheurs et fédère les sciences du numérique à Grenoble. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France depuis 2011. Et vos recherches, entre autres, portent sur l'accès aux connaissances à l'heure du big data. Ensuite, nous avons Erwan Tisson, qui est directeur des études à l'Institut Sapiens. Donc vous pourrez revenir un petit peu sur ce qu'est l'Institut Sapiens, mais qui peut se décrire comme étant un think tank. Donc vous êtes directeur des études, macroéconomiste de formation, diplômé de la faculté des sciences économiques et de gestion de Strasbourg, et vous intervenez régulièrement, et notamment sur le sujet qui nous réunit ce soir dans les médias, pour commenter les actualités liées au marché du travail et aux questions de formation. Et donc vous écrivez régulièrement des articles, et dont une étude dont on va parler ce soir, sur l'intelligence artificielle. Borna Scognamiglio, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom de famille. Vous êtes diplômé en entrepreneuriat de l'ESCP Europe, en design thinking de l'École centrale de Lyon, et vous êtes président et cofondateur d'une start-up qui s'appelle Pixies, qui a développé une plateforme de conseil en orientation pour lycéens et collégiens pour les aider à trouver leur voie en alliant intelligence artificielle et humain. Et enfin, Patrick Brottier, vous avez, effectué l'essentiel de votre parcours dans des entreprises mutualistes. Vous avez été recruté pour construire le projet informatique, alors on appelait ça à l'époque télématique, dans le secteur de l'assurance et en mutualité. Puis vous avez évolué vers d'autres missions et responsabilités jusqu'à la direction générale de l'une des 8 mutuelles qui ont fusionné pour devenir Adrea en 2011. Et vous êtes président d'Adrea depuis 2013, vice-président d'Aesio depuis 2016. Et également vous apportez votre regard et votre contribution notamment sur un ouvrage « Dessine-moi une mutuelle 2018-2028 » impulsé par l'assurance en mouvement. Merci à chacun d'être présent. Alors, la façon dont la conférence va se dérouler ce soir, nous allons avoir 2 temps. Un temps d'échange entre nous, donc une table ronde, avec des questions qui ont été préparées, qui vont permettre de
saisir le sujet, de livrer des clés de compréhension à chacun et pour que chacun puisse sortir de la salle en ayant peut-être plus de vision sur ce dont on parle lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et de travail. Et puis un second temps qui vous sera dédié à vous, où vous aurez la possibilité de prendre le micro, de poser vos questions. Donc je vous invite dès à présent à les noter, si jamais vous en avez qui vous arrivent au fil de l'eau dans votre esprit. Et puis par ailleurs, vous avez également la possibilité de commenter la conférence sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, de hashtag Futur du Travail, Rencontre Aesio, qui sont présents pour ça. Moi, ma responsabilité, elle est finalement assez simple, c'est de faire en sorte que les termes du débat soient bien posés, et également de respecter le timing. L'engagement que je prends, c'est qu'on se quitte au plus tard à 20h30. Donc si jamais je vous interromps, excusez-moi par avance, c'est simplement pour qu'on puisse avancer dans la bonne marche dans la discussion de ce soir. Tout le monde est prêt? C'est parti. Marie-Christine, on va commencer avec vous. Vous êtes universitaire. Le rôle qu'on vous a assigné pour lancer ces discussions, c'est de livrer un petit peu un socle commun de compréhension lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, de nous donner les clés de compréhension et le vocabulaire. Finalement, la question, elle peut paraître un peu naïve, mais je pense qu'elle est utile, c'est de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'intelligence artificielle? Quelle est la différence entre nouvelles technologies, révolution numérique, intelligence artificielle, robots, algorithmes? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur tous ces termes? C'est bon là? Oui. Je vais essayer. C'est pas une tâche facile. Donc moi je dirais que l'intelligence artificielle, d'abord c'est une branche de l'informatique que l'on peut définir de différentes manières. On peut le définir d'abord par les tâches qu'elle permet de réaliser, qui sont des tâches de haut niveau, habituellement considérées comme du ressort de l'humain, comme des tâches de diagnostic, de prédiction, de planification, de classification. Et donc voilà, c'est ça qui fait l'enjeu de l'intelligence artificielle. On peut aussi définir l'intelligence artificielle par des techniques algorithmiques qu'elle recouvre, sur lesquelles elle repose, et qui sont très variées, même si de temps en temps il y a des choses qui ressortent comme à la mode et on ne parle que de ça. Donc les techniques d'intelligence artificielle sont très variées, que l'on peut classer quand même en deux grandes catégories. Je dirais les techniques de raisonnement automatique sur des connaissances formalisées qui ont été acquises auprès d'experts ou apprises à partir de données. Souvent, on appelle cette partie de l'intelligence artificielle symbolique. Et puis, il y a d'autres techniques qui relèvent plus de l'intelligence artificielle numérique, parce qu'elle travaille sur des vecteurs, tout simplement, et qui recouvre toutes les techniques de raisonnement automatique sur des données étiquetées, et en particulier ce qui est très à la mode actuellement comme le deep learning. On peut aussi les définir artificielles par ses applications phares, comme la reconnaissance d'images, la reconnaissance de situation, la robotique, les jeux de stratégie comme les jeux des échecs, le jeu de Go. Alors je dirais juste, pour terminer, qu'en fait, en vrai, quand on regarde des outils d'intelligence artificielle comme Watson, comme les jeux de Go, les jeux d'échecs, ou en robotique également, derrière, c'est une combinaison en fait, de techniques symboliques, numériques, qui font que cela marche aussi bien. Vous avez évoqué la notion de deep learning à l'instant. On a le sentiment que c'est un mot qui revient de plus en plus souvent lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, comme si il représentait une espèce de point de rupture où là, finalement, on est sur quelque chose de différent. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le deep learning et peut-être nous donner 2-3 illustrations pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? Des points de rupture, il y en a eu beaucoup en intelligence artificielle depuis le début de cette technique qui est le début de l'informatique. Donc moi je disais que j'ai fait ma thèse dans les années 80 sur les systèmes experts. À l'époque, système expert, c'était magique, ça allait tout résoudre. Puis après, on s'est aperçu que non, voilà, et que du coup, on a oublié les systèmes experts. Et puis à l'époque, il y avait déjà des réseaux de neurones qui sont les ancêtres du deep learning, mais les réseaux de neurones, ça marchait pas très bien à l'époque. Donc on a aussi dit, non, c'est pas bien les réseaux de neurones. Alors pourquoi le deep learning, qui en fait repose sur une technique sur des notions qui sont relativement anciennes, qui datent des années 70-80, les premiers réseaux de neurones.
Pourquoi il y a cet essor actuellement? C'est parce que c'est combiné. Pourquoi ça marchait pas si bien dans les années 80? C'est parce qu'en fait, ça nécessitait en fait beaucoup d'exemples, beaucoup de traitements, de calculs, etc. Et donc avec l'avènement l'essor des pouvoirs de calcul, tous les succès de mémoire aussi, de capacité de mémoire, ont fait que maintenant, aussi parce que les grands du domaine, comme les GAFA, ont beaucoup de données, beaucoup de puissance de calcul, quelque part, ils sont arrivés à en fait faire en sorte que cette technique-là a atteint des capacités très, très impressionnantes sur des domaines limités, comme la reconnaissance d'image. Et donc, vous citiez l'exemple du jeu d'échecs, par exemple. Comment est-ce que le deep learning peut s'appliquer si jamais on essaie un petit peu de schématiser? Quelle est la différence avec ce qui existait avant? Disons que, comme je le disais, pour le jeu d'échecs en particulier, ou le jeu de Go, etc., ou Watson, c'est vraiment une combinaison de techniques, qui ne sont pas d'ailleurs que des techniques d'intelligence artificielle qui font que ça marche. Mais en gros, dans les jeux comme ça, le deep learning, là où il intervient, c'est qu'il va permettre, par les capacités de calcul et des parties, et des tas de parties qui ont été jouées auparavant, de faire jouer, de faire apprendre en fait des stratégies en faisant jouer pendant des heures et des heures et qui reviendrait pour des humains de le faire, d'apprendre pas des années, voire des siècles de calcul, de faire jouer le programme contre lui-même sur différentes parties et voir en gros, ah ben tiens, là je fais ça un peu par hasard parce que je sais pas quoi faire, j'essaie ça. Ah ben, je perds, j'essaie ça, ah ben ça, je gagne. Donc en fait, ça revient à de la classification, oui, non. Et cette stratégie, finalement, au fur et à mesure, on affine la stratégie pour optimiser les chances de succès. Donc du point de vue du néophyte, ça donnerait l'impression que l'ordinateur évolue, ne suit pas une histoire qui est écrite à l'avance, ne suit pas les règles qui lui ont été imposées, mais il va évoluer au fur et à mesure qu'il apprend. En fait, évidemment, il suit les règles du jeu d'échecs, mais ce qui est compliqué dans le jeu d'échecs ou le jeu de Go, c'est les stratégies que les joueurs développent. Et donc, ces stratégies-là, on n'a pas la capacité encore de calcul de tout explorer, mais on peut explorer un certain nombre de choses, anticiper un certain nombre de coups. Et puis surtout, si on a stocké des tas de parties, des centaines et des centaines de parties, il y a des coups qui s'avèrent être des coups intéressants, des coups pas intéressants. Donc voilà, il fait le tri et effectivement, il développe sa stratégie face à la stratégie d'un joueur humain, avec cette capacité à optimiser quelque part sa trajectoire de coups. Merci Marie-Christine. Erwan, on va passer à vous et à l'Institut Sapiens. Donc l'intelligence artificielle, c'est un domaine que vous avez appréhendé. Déjà, peut-être, on va commencer en 2 mots, juste nous dire l'Institut Sapiens, de quoi s'agit-il? Alors oui, donc merci. Donc, nous sommes un think tank, comme on aime le dire, donc un cercle de réflexion totalement indépendant de partis politiques ou toute entreprise qui soit. J'étais un peu trop ambitieux là-dessus, un peu trop optimiste. Et notre volonté, en fait, si vous voulez, donc on a une 50aine d'experts et de scientifiques qui travaillent pour nous, avec qui nous travaillons. Que ce soit des neurochirurgiens, des philosophes, des scientifiques, des économistes, dans le but est de définir quelle sera la place de l'humain dans le monde qui émerge suite à la révolution numérique aujourd'hui. Donc ça peut pas être un peu barbare, mais notre credo, c'est pour que l'avenir ait besoin de nous. Nous, sous-entendu, nous, autant qu'Homo sapiens sapiens, ici présents à la salle. On rentrera évidemment un peu plus tard dans le détail de l'étude que vous avez pu conduire. Déjà, est-ce que vous pouvez nous livrer un premier panorama et quel état des lieux est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, selon votre regard, de la place de l'intelligence artificielle dans les organisations, dans les entreprises? Est-ce qu'elle est déjà bien implantée? Et comment est-ce qu'elle influence déjà les entreprises et les salariés? Alors, déjà, il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Hein. C'est 1950 où on commence à en parler. Alan Turing qui commence à dire si une machine est capable de me répondre, elle peut être considérée comme intelligente. Donc du coup, on n'est pas aux prémices de l'intelligence artificielle. On en est juste aux prémices dans l'imaginaire collectif parce que ça devient enfin concret pour le plus grand nombre possible. La révolution numérique qu'on est en train de vivre, des révolutions technologiques, on en vit à peu près une toutes les 60 ans. Celle-là, elle a la particularité qu'elle touche aussi bien le col bleu que le col blanc. C'est pour ça qu'elle inquiète beaucoup de personnes, parce que les personnes qu'elles vont principalement toucher sont celles qui ont la plus grande résonance aussi dans les médias, d'où le fait qu'elle soit aussi omniprésente. L'intelligence artificielle, il faut savoir que c'est, d'un point de vue économique, la plus grande révolution
que l'humanité n'ait jamais connues, d'un point de vue purement économique. On a par exemple la révolution du moteur électrique, du moteur à combustion, pardon, la contribution à la croissance était que de 0,3 points. Celle de l'intelligence artificielle est dans l'ordre de 1,2 points par an à 2030. C'est un peu barbare. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle, les effets de l'intelligence artificielle seront 4 fois plus puissants que ceux de la première révolution industrielle. Alors que la première révolution industrielle a permis de la construction d'énormes métropoles, a permis de faire diminuer le taux d'analphabétisation et de faire éradiquer quasiment le taux d'extrême pauvreté qui était alors en passe et de permettre d'augmenter l'espérance de vie au-delà de 30 ans. Donc on est vraiment aux prémices d'une des plus grandes révolutions que l'humanité va connaître. Donc ça, déjà, il faut le comprendre. Il faut le comprendre pour l'anticiper. Après, au niveau des entreprises, les entreprises ont bien compris qu'il y avait une grande appétence pour l'intelligence artificielle, pour l'IA, comme on dit. Parce qu'on en parle beaucoup à travers les films, à travers les séries, à travers les romans. On ne fait plus le catalogue de toutes les mentions, justement, dans notre pop culture là-dessus. Le problème, c'est que l'IA est devenue aujourd'hui un buzzword, ce qu'on appelle un buzzword. Beaucoup d'entreprises mettent dans leur carnet de commandes ou mettent dans leur affichage « Je fais de l'intelligence artificielle pour faire le buzz, pour qu'on parle de moi ». C'est un petit peu, si vous voulez, une forme de connaissance, une forme d'expertise qu'on va afficher par rapport à son client. On a remarqué que seulement 95% des entreprises qui affichent faire de l'IA ne savent même pas ce que c'est de l'IA et n'en font pas du tout. Donc il n'y a que 5% des entreprises qui font réellement de l'IA. Dans le monde, vous n'avez que 22 000 chercheurs qui font de l'intelligence artificielle. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est la panacée et que tout le monde aujourd'hui est capable de faire de l'IA. Au terme des entreprises, pour terminer sur cette question-là, aujourd'hui, il y a 50% des entreprises françaises qui ne veulent pas, n'ambitionnent pas d'utiliser l'intelligence artificielle pour transformer leurs produits, leur façon de travailler. Alors qu'on est face à la première... C'est comme si, à l'époque de l'imprimerie, à l'époque de Gutenberg, on vous aurait dit « Non, moi je veux continuer à avoir des scribes pour continuer à diffuser mon savoir. Je veux continuer à avoir une armée de moines qui continuent à écrire dans la cave pour continuer à écrire mes plaquettes. » On est exactement pareil. 14% seulement des entreprises aujourd'hui sont munies d'outils d'intelligence artificielle. La plupart du temps, ce n'est uniquement qu'un chatbot. Donc un chatbot, vous en avez tous un dans la poche, hein. Vous posez une question à une machine, la machine vous répond dans une liste de questions présélectionnées, préenregistrées, comme on vous l'a montré avant. 14%. Il faut savoir que la plupart des entreprises, notamment en Chine, ont des objectifs étatiques qui se situent aux alentours de 70, 80, voire 90%. Donc là-dessus, on est en train de perdre un peu de place, mais on en parlera sûrement après. L'intelligence artificielle, surtout pour terminer là-dessus, elle est mal comprise selon la position qu'on occupe dans l'entreprise. Si 80% des chefs d'entreprise y voient en fait une formidable opportunité de pouvoir se développer, seulement 38% des salariés la voient comme quelque chose de bénéfique. Donc on a aussi une dissonance cognitive très importante au sein de l'entreprise, entre le chef d'entreprise ou le dirigeant qui va pouvoir se dire « je vais pouvoir faire d'énormes gains de productivité et pouvoir réduire les coûts et conquérir de nouveaux marchés », et le salarié qui va se dire « je risque sûrement de me faire uniquement remplacer par cette technologie-là ». L'entreprise, on va en parler justement avec vous, Patrick. Vous, de votre poste d'observation, comment est-ce que vous appréhendez l'arrivée, alors déjà là, progressive, de l'IA, et comment est-ce que un groupe, par exemple, comme Aesio, gère et anticipe cette question de l'arrivée de l'IA? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce point? Il y a deux champs qui nous intéressent particulièrement, nous mutuelles. C'est les évolutions qui vont impacter le secteur de la santé. Il y en a de significatifs qui sont en cours. Et puis, puisqu'on a une activité d'assurance qu'on exerce dans une forme mutualiste, là aussi, il y a des impacts, je vais essayer de les évoquer assez simplement, qui nous intéressent aussi. Donc, on essaye d'anticiper, même si on est quand même largement dans les 95% d'entreprises qui étaient décrites là. Pour l'instant, on a assez peu, on en a un petit peu... on a des éléments qui sont intégrés, par exemple, au traitement dans des extranets ou dans la gestion de flux avec les réseaux sociaux, avec les SMS, mais ça reste assez modeste au regard de ce qu'on pourrait faire de manière plus large. Dans la santé, il y a deux grandes évolutions. Il y a celle de l'IA à proprement parler. Je pense qu'il va y avoir une révolution du diagnostic et de la prescription. C'est déjà largement en cours. Et ça va être effectivement très fort dans les années qui viennent. Et il y a aussi, en plus de ça, une révolution qui va être dans l'aide ou la capacité à réaliser des actes médicaux ou chirurgicaux en lieu et place des praticiens ou avec le praticien, en soutien du praticien. Et là aussi, c'est largement à l'œuvre au moment où on se parle. C'est déjà, dans certains champs, déjà opérant. Et ça participe aussi, pour ça je ne le circonscris pas seulement à l'IA, si vous voulez, ça intervient à un moment où par ailleurs
il y a un essaimage numérique assez fort et on passe d'un stade où pendant longtemps, par exemple au niveau des applis, des objets connectés, on avait beaucoup d'applis qui étaient de l'ordre du gadget et qui n'allaient pas bouleverser la vie des patients, et où on sent bien que dans les années qui viennent, et ça commence maintenant, on va avoir des capacités de personnalisation de la prévention, du soin et de l'accompagnement qui vont être considérablement majorées. C'est deux phénomènes que je ne dissocie pas, parce que c'est deux phénomènes dans lesquels nous, on veut se projeter, et déjà, ça nous, en tant que mutuelle, pour essayer de jouer un rôle, on va représenter, nous, à Aesio, on représente 3 millions de personnes ici dans le pays que nous protégeons. Et avec le groupe qu'on constituera avec Massif, c'est 8 millions. Et notre premier objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que l'accès à ces modalités soit le plus large possible, le plus partagé possible et le plus équitable possible. Et déjà, ce n'est pas spontanément évident, on va dire, au moment où on se parle. Et donc, il va falloir que, finalement, on soit à la fois capable d'anticiper ces évolutions technologiques et en même temps de pouvoir, pourquoi pas, modéliser et construire pour permettre le meilleur accès possible. Et puis il y a le champ de l'assurance à proprement parler qui là aussi connaît de profonds bouleversements. Le premier, c'est que ce que va procurer l'IA, c'est aussi une appréhension des risques qui va être plus fine et ça va sans doute permettre de faire baisser les seuils d'assurabilité. Alors là aussi, il faut garder raison. On ne va pas rentrer... L'assurance, ça suppose une mutualisation. Même si on parle beaucoup de peer-to-peer, d'assurance collaborative, etc., et que ça peut avoir une réalité partielle, il est clair qu'on n'ira pas vers une individualisation absolue. C'est impossible. C'est en antagonisme même avec les mécanismes d'assurance. Mais on peut penser que sur certains risques, on va avoir une appréhension de ces risques qui va être beaucoup plus aiguë que celle qu'elle était jusqu'à maintenant, avec donc l'opportunité finalement d'avoir de nouveaux seuils d'assurabilité. Peut-être pour ceux qui ne sont pas des experts, ouais. Qu'est-ce que vous entendez par seuil ? En fait, la connaissance, ça va permettre, si vous voulez, par rapport au modèle qui était plus grossier, où on avait une appréhension moins précise des risques, du coup, en ayant plus d'acuité dans la perception de ces risques, de mieux les tarifer pour mieux caler aussi sur les besoins et notre capacité à les couvrir. Pour faire court, il s'agit de ça. Et il y a des impacts qui sont assez colossaux qui peuvent émerger déjà aussi, qu'on voit et qui inquiètent beaucoup. Alors en assurance des biens, il y a deux choses qui sont vraiment en train de se dessiner très fortement. Autour de la voiture connectée et de l'association de la télématique et de l'IA, il y a la possibilité de gérer, lorsqu'il y a un sinistre, par exemple 2 voitures qui se percutent, elles sont connectées toutes les deux, on pourra très vite, à partir de la connaissance de la situation d'assurance de chacun des conducteurs, et au vu des dégâts qui sera facile à estimer, en plus en relation avec les contrats qui ont été souscrits, finalement indemniser très vite, de manière beaucoup plus rapide et sans intervention humaine, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Après un sinistre, on pourra indemniser effectivement assez rapidement, et c'est vrai que c'est un bouleversement auquel sont en train de se préparer les acteurs partout sur la planète. Dans la santé, puisque c'est ce qui nous intéresse, la forfaitisation aussi, on voit bien d'ailleurs dans les annonces qui ont été faites autour de Santé 2022, on nous a parlé d'une forfaitisation à la place de la rémunération à l'acte et d'autres modes d'exercice de la médecine plus collectifs qui, là aussi, vont participer dans notre secteur à tendre aussi à automatiser la gestion de cette manière-là, en s'appuyant sur ces technologies. Il y a aussi, donc, je pense, des opportunités qui sont fortes autour de... Alors, peut-être que ça, c'est peut-être le côté, pour les opérateurs, pour les assureurs eux-mêmes, la lutte contre la fraude qui va être fortement développée. Il y a une start-up française qui fait beaucoup parler d'elle, qui a levé des fonds de manière assez significative, parce qu'elle est déjà en capacité d'obtenir des résultats en s'appuyant sur des algorithmes et l'intelligence artificielle, donc de lutter contre la fraude. Il y a beaucoup de fraude à l'assurance partout, dans tous les pays. Donc là, il va y avoir, à mon avis, des leviers importants. Là où c'est plus, j'allais dire, énigmatique, et on est tous un peu sur la pointe des pieds, c'est par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure, au chatbot, au robot conversationnel, parce qu'on voit bien, en gros, que ça pourrait permettre un accès 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, avec une capacité de réponse, à défaut d'être totale, qui peut être forte sur l'essentiel des besoins ou des questionnements que peuvent avoir demain nos adhérents pour nous dans une mutuelle. La difficulté, c'est la projection par rapport à nos cultures et à nos attendus. Est-ce qu'on est prêt finalement à s'adresser à un robot et à le vivre de la même manière que si on s'adressait à un humain, ou quelle va être la combinaison, ou quel va être le niveau de mobilisation aussi des hommes et des femmes qui travaillent chez nous sur les questions auxquelles
les robots ne seront pas traités, et comment on va articuler finalement le travail demain. Il y a un enjeu très fort de construction et du partage de la valeur et de la réalité entrepreneuriale entre finalement demain ce qui sera automatisé et ce qui restera porté par des humains, avec une association qui, à notre sens, doit rester construite, doit rester avec une projection des collaborateurs, une incarnation des collaborateurs qui doit être forte dans nos modèles, et ça nous paraît sociétalement quelque chose de déterminant pour essayer aussi d'avoir une projection où chacun, on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même un écart d'appréciation de la réalité projetée entre les collaborateurs, les salariés et les entrepreneurs qui est très fort. Je pense que finalement, on doit pouvoir rapprocher le niveau d'appréhension et le niveau de projection optimiste qu'on peut avoir sur ces enjeux. Et en tout cas, dans notre secteur, ça fait partie des motivations que nous avons, même si on est comme tout le monde, un petit peu, on est à la fois proactif, on essaie de mobiliser, d'investir de différentes manières, et en même temps, on est un peu jeune, dans des capacités qui seraient immédiatement atteignables, comme beaucoup de monde. Et à ma connaissance, il y a une banque, surtout en France, qui est un peu avancée sur le sujet. Il y a peu d'acteurs qui sont très significativement... Voilà. D'accord. C'était un peu long. Merci pour cette vision assez complète. Peut-être pour finir sur cette partie un petit peu de mise en contexte, Borna, alors vous avez fondé, je le disais tout à l'heure, une start-up qui utilise en fait déjà l'intelligence artificielle, en tout cas qui l'intègre vraiment dans son ADN. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cette start-up qui s'appelle Pixys ? Absolument, et bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous, et merci au groupe Aesio et App de m'avoir invité à cette belle conférence. Donc l'accent, il est italien, donc là je vous préviens. Donc en fait, je représente effectivement Pixys, donc on est une start-up italo-franco-libanaise. Moi, ça fait 9 ans que je suis en France, et j'ai lancé il y a 2 ans Pixys, lorsque j'étais doctorant à Paris 4 Sorbonne, et que j'avais en face de moi, donc j'étais chercheur en histoire ancienne pour la précision après. Et j'avais un amphithéâtre un peu plus grand que ça, de 400 étudiants. C'était un cours de l'histoire égyptienne, et en fait au bout du semestre, donc il y avait 400 étudiants au début, au bout du semestre il y avait une 50aine. Et alors là je me suis posé fortement la question, est-ce que c'était moi qui étais si mauvais comme prof ? C'est possible. Voire j'étais face à un problème qui est statistiquement éprouvé aujourd'hui par l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'au bout de la première année à la fac, 60% des étudiants se réorientent, ou pire, un 5e d'entre eux décrochent. Et donc je me suis posé la question, non seulement moi, mais aussi mon associé Wissam, qui est associé et CTO de Pixys, docteur en data mining, qui faisait ses cours à Paris Descartes. Et pareil, Borna, c'est incroyable. Au bout de la première année, il y a ces taux de décrochage incroyables. Et donc, avec Pixys, on est parti de là, avec un constat, et on s'est dit ça serait très intéressant de pouvoir mêler la technologie et l'apport du digital, du numérique et des technologies nouvelles pour un problème sociétal, un problème d'intérêt général qui est l'orientation des jeunes, qui aujourd'hui provoque des coûts sociaux énormes pour les jeunes, les familles, pour l'État au niveau des universités qui sont remplis à ras-bord en première année. Donc il y a des problèmes qui sont très d'actualité en ce moment même. Et donc avec Pixys, on s'est dit ok, on s'attaque à un grand problème qui est le problème de l'inégalité de l'accès de la jeunesse à une information qualifiée sur les métiers et les formations. On parlera aujourd'hui des métiers, donc comment l'intelligence artificielle va disrupter le marché de l'emploi. Donc on est un peu dans cette position de comment, dans l'orientation aujourd'hui, comment innover dans l'orientation scolaire et professionnelle, en ayant bien en tête que le monde de demain, d'ici 5, 10, 15 ans, il va profondément changer. Et comment, de manière responsable, on peut chercher à fournir les outils aux jeunes pour construire leurs projets d'études et professionnels de manière plus informée et plus responsable, et de manière surtout personnalisée, parce qu'on est tous uniques et on a tous des préférences naturelles, on a tous des intelligences différentes, on a tous des valeurs différentes. Et donc avec Pixys, c'était ce grand défi qu'on s'est lancé, c'est de fournir avec un moteur de recherche qu'on a appelé la galaxie des métiers, donc qui permet d'explorer de manière simple et ludique des centaines
de métiers et formation, et aussi donc, un assistant personnel, donc un chatbot, comment fournir une expérience personnalisée et immersive pour accompagner vraiment dans la longueur et en profondeur, selon le profil du jeune ou de la personne en général, l'accompagner étape par étape dans la constitution de son projet, avec une forte composante automatisée. Donc, c'est très intéressant de voir effectivement quel est le niveau d'échange qu'on peut avoir avec un interlocuteur qui n'est pas forcément humain au début, mais avec à la fin toujours l'humain qui est derrière. Et une toute dernière chose, c'est que chez Pyxis aujourd'hui, nous sommes mus par des valeurs très fortes au niveau du développement durable. Donc, on cherche fortement d'instiller chez les jeunes non seulement la question classique, qu'est-ce que je veux faire plus tard, quel est le métier que je veux faire plus tard, c'est quel est le rôle que je veux jouer au XXIe siècle, en leur proposant justement des causes à défendre, qui sont celles qui sont proposées par les Nations Unies, par un schéma qui est celui des 17 objectifs de développement durable. Merci Borna. Je pense que vous avez dit quelque chose qui est assez important et peut-être que ça pourra conclure donc, ce premier tour de table. Vous citiez donc, l'enjeu de l'intelligence artificielle et de l'humain. Finalement, la question peut paraître naïve, mais qu'est-ce que l'humain apporte que l'intelligence artificielle, peut-être qu'on la comprend, n'apporte pas? Et peut-être que cette question aussi, Marie-Christine, j'aimerais bien vous entendre dessus. Donc Borna, peut-être que vous pouvez déjà répondre. Bien sûr. Alors, il y a deux réponses qui me viennent tout de suite. La première, c'est quand on fait les ateliers de job design. Donc nous, on a une activité aussi terrain. Donc on va dans les collèges lycées, on imagine avec les jeunes les métiers de 2030. Okay, et c'est intéressant parce que souvent, les jeunes, ils ont une imagination incroyable et ils disent en fait, il va y avoir le professeur automatisé. Donc ils se disent tiens, on va avoir un enseignant, un vrai robot qui vous connaît. Et qui vous enseigne tout au long de votre cursus. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent mais non, mais en fait, on n'en veut pas de robot, on veut un enseignant humain. On veut que notre prof soit un humain qui puisse nous challenger, qui puisse nous faire peur parfois, nous puisse encourager. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'au niveau justement de l'échange qu'un humain peut avoir, de l'empathie qu'un humain peut avoir et comment il peut contextualiser une conversation avec un jeune qui peut avoir plein de différences, et bien là, pour l'instant, à ce jour, et pendant quelques années, Erwan, tu me diras, mais je pense que quand même la touche humaine sera irremplaçable. Marie-Christine, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Tout à fait. Un programme d'intelligence artificielle, moi je parle pas je dis pas une intelligence artificielle, je dis un programme d'intelligence artificielle n'a pas d'empathie, n'a pas de conscience, n'a pas d'intention autre que celle qu'on lui a donnée. Après, il y a des façons d'arriver à des buts qu'on lui a fixés. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique avancée. Je ne vois pas de rupture par rapport à ça. Et ça doit être au service de l'humain. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'il peut y avoir des humains qui ont des bonnes intentions et des humains qui ont des mauvaises intentions. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention et qu'il ne faut pas mettre des lois, parce que l'humain, il y a du bon et du mauvais dans l'humain. Mais donc, pour prendre un exemple pour l'intelligence artificielle au service de l'humain, si je reviens au domaine de la santé, moi je pense que c'est d'ailleurs ce qui se fait, qui commence à se faire et qui va généraliser. Pour moi, un programme d'intelligence artificielle, ça va aider un médecin spécialiste de reconnaissance de tumeurs malignes ou de choses comme ça. Ça va faire tout un travail de filtrage automatique, de façon à permettre aux spécialistes humains de se focaliser sur les cas difficiles sur lesquels, jusqu'à preuve du contraire, sauf dans des cas très particuliers, le programme d'intelligence artificielle n'est pas à la hauteur des compétences humaines. Et surtout, pour des raisons d'acceptabilité, je pense qu'il est vraiment très important qu'il y ait que ce soit un humain, un médecin, spécialiste qui interagisse avec un patient. Mais par contre, qu'un programme d'intelligence artificielle traite les cas faciles, et ça va faire gagner beaucoup de temps et ça va permettre à un humain expert de se focaliser sur les cas difficiles. Et ça me paraît très, très important. Merci. Je pense que cette notion d'humain que vous évoquiez
et importante pour la suite de la discussion, et je sais que Patrick, vous aurez à cœur également de revenir sur cette question d'éthique. On en parlera tout à l'heure. Peut-être pour aborder donc le second volet de notre conférence, on peut rentrer peut-être plus sur des exemples précis. Avec vous, Erwan, encore une fois, le postulat de base, c'est l'intelligence artificielle est-elle oui ou non une menace finalement pour le travail? Et à travers votre étude, vous avez commencé un petit peu à aborder cette question-là sur des secteurs qui sont bien particuliers. Peut-être que déjà, vous pouvez juste nous lister les secteurs que vous avez appréhendés et nous dire dans un second temps, finalement, combien de personnes pourraient être touchées dans leur travail au quotidien par la progression de l'intelligence artificielle. Alors, dans l'étude qu'on a faite, on s'est concentré uniquement sur 5 métiers, parce qu'on voulait faire un top 5 des métiers, parce que ça parlait beaucoup plus que si on avait listé les 376 métiers qui existent, et ça d'autres études l'ont déjà fait. Déjà, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette étude-là? Parce que c'est né en fait à l'Institut Sapiens d'un ras-le-bol de la plupart de discours politiques qui disaient, notamment face à des caissières, une personne qui est ministre aujourd'hui, que je ne vais pas citer, il est ministre de l'économie, qui disait il n'y a pas longtemps, en allant voir des caissières, vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas votre emploi parce que l'État va vous protéger. Et ça nous avait complètement ulcéré de mentir à ce point-là en fait, à des personnes qui ont peur du lendemain parce qu'elles sont sous-qualifiées, ils n'ont pas peur de dire les choses, elles sont sous-qualifiées et qu'elles voient très bien que des bornes ne sont pas fatiguées, scannent beaucoup plus facilement les articles qu'elles, et donc du coup sont à même de les remplacer. Donc du coup on a voulu se concentrer sur les 5 métiers qui sont en voie de disparition, pas qui risquent de disparaître, qui sont en voie de disparition, parce que leurs effectifs sont en train de décroître largement depuis les années 80, principalement pour des questions technologiques. Le premier métier qui pour nous est en voie d'extinction, je suis désolé de le dire, mais c'est banque et assurance. Ce secteur-là. Pourquoi? Parce que donc une chute de 39% des effectifs depuis 1986. Ça veut dire qu'imaginons en 1986, on aurait rempli cet amphithéâtre. Comme ça? Ah oui, c'est peut-être mieux. Donc on disait que le métier de banque et assurance a une chute de 39% des effectifs depuis 1986. Concrètement, si on avait rempli cet amphithéâtre-là avec tous les banquiers, tous les assureurs de France en 1986, il n'y aurait plus que la moitié du bloc central qui serait aujourd'hui rempli. Tout le reste, ce serait un robot. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des tâches ont été facilement automatisables. Ça ne veut pas dire que les gens qui effectuent ce métier-là sont des robots qui s'ignorent, mais ça veut juste dire qu'en fait, pour des questions de coût, pour des questions d'organisation, pour des questions de diplôme aussi, on a préféré confier ces tâches-là à des intelligences artificielles ou à d'autres logiciels tout simplement informatiques. Autre métier qui est en voie de disparition, c'est le métier de comptable. Le métier de comptable a perdu plus de 22% de ses effectifs sur ces 15 dernières années. Une chute de 22% des effectifs sur ces 15 dernières années. Donc les comptables, clairement, nous, on a estimé la période d'extinction pour les métiers de banquiers et d'assureurs aux alentours de 2038. Pour les comptables, on est aux alentours de 2050. Donc c'est quasiment demain. Le comptable, c'est un métier qui existe depuis le Moyen-Âge, même encore avant, qui s'est vraiment connu un essor au Moyen-Âge. Ensuite, on a listé sur les 3 autres métiers, on a cité le métier de secrétaire de direction, on a cité le métier, bien sûr, de caissier et de manutentionnaire. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup je regarde le titre le titre parce que c'est ce qu'on cherchait à travers notre étude. C'est comment l'intelligence artificielle va-t-elle transformer le travail? Il y a un an, la plupart des conférences étaient l'intelligence artificielle va-t-elle transformer le travail? Donc aujourd'hui, on se pose la question du comment. Ça veut dire qu'en fait, on a complètement inculqué et incorporé le fait que, bah oui, il va y avoir une transformation. Mais de quel ordre est-ce qu'elle va être? Et justement, on dit ces journalistes de Girardin qui disaient gouverner, c'est prévoir, etc. Si jamais on ne prend pas en compte justement aujourd'hui le fait que l'intelligence artificielle et la robotique vont avoir d'énormes répercussions sur l'emploi, on va avoir énormément de personnes qui vont se retrouver sur le carreau. Alors combien? Nous, sur ces 5 métiers-là, c'est 2,1 millions de personnes. Sur le global de tous les emplois, on a des études qui oscillent entre 9%, donc ça c'est l'OCDE qui le dit, ou 46%, et ça c'est l'étude de Frey et Osborne, c'est 2 chercheurs américains qui ont fait une étude en 2015-2016, si je ne dis pas de bêtises, qui aujourd'hui fait référence dans le domaine, qui en fait ont listé les 900 professions qui existent à travers le monde et qui ont attribué une probabilité de 1 à 0 sur le risque de... Donc 46% de la population française. Aujourd'hui, 46% de la population française, ça voudrait dire plus de 12 millions de personnes qui se retrouveraient au chômage. Mais ça, c'est la vision qu'on veut donner de manière générale, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle détruit des métiers. Alors bien sûr, elle le détruit, mais on est dans un processus de destruction créatrice. Et malheureusement, le côté pessimiste de notre société occidentale, opulente et bien portante, fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur le côté optimiste. Vous avez une étude du World Economic Forum, qui a été publiée il y a un mois de ça, qui dit que l'intelligence artificielle va détruire 73 millions d'emplois à travers le monde d'ici 10 ans. 73 millions. Mais à côté de ça, elle va en créer plus de 133 millions.
Et donc ça fait un solde positif de plus de 58 millions, qui est largement supérieur au solde démographique d'ici 2025. Donc c'est-à-dire qu'on peut potentiellement faire largement diminuer le chômage au niveau mondial grâce à la technologie. Mais c'est aussi le problème qu'on a, c'est qu'on veut uniquement se concentrer sur le côté de la lorgnette qui est négatif, parce que ça fait plus vendre, parce que c'est plus sensationnel, parce que peut-être aussi c'est ancré dans notre inconscient, hein, une technologie qui échappe à notre contrôle, hein, c'est Frankenstein, hein, c'est pas nouveau. Et du coup qu'on n'arrive pas à se concentrer sur le côté positif. Donc ça va transformer, ça va détruire des emplois, mais vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui vont arriver avec beaucoup plus grande importance. Ouf, nous voilà rassurés. Patrick, peut-être en miroir de ce que Erwan vient de nous dire, déjà évidemment une réaction, et puis finalement on comprend bien qu'il y a un mouvement, que ce serait une erreur que de le nier, mais de votre vision, malgré tout, quels sont les leviers qu'on peut quand même actionner? Enfin, voilà, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cet état de fait qui est livré par Erwan? Il y a un enjeu de formation et de transformation qui est colossal, je pense, hein, qui est le premier enjeu. Dans les entreprises, mais de manière plus large, hein, finalement, parce que ce qui va être très important, c'est aussi dans toute l'éducation, dans notre système éducatif, d'anticiper sur ce qui peut être anticipable et de donner finalement des potentialités peut-être différentes et des projections différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas forcément évident, parce que la difficulté quand même que je perçois, il y en a deux, c'est la temporalité. Tout ça, ça se passe très vite, et par rapport à d'autres évolutions, ça se passe peut-être plus vite que ce qu'on a pu connaître antérieurement, donc c'est plus difficile à la fois de vivre dans un monde qui vit encore et qui est voué à disparaître ou à se transformer profondément, et être dans une capacité d'anticipation majeure de ce qui pourrait advenir. Le deuxième point aussi, parce que c'est en lien avec l'actualité, c'est qu'il y a une révolution planétaire avec une bataille qui n'est pas seulement sur les droits de douane entre les États-Unis et la Chine, mais derrière les droits de douane, sur la suprématie dans l'intelligence artificielle entre la Chine et les États-Unis, avec quand même un petit peu une Europe en position de spectatrice, qui dira peut-être comme d'habitude le droit, comme elle l'a fait pour Internet, ou dans d'autres domaines, mais qui est malheureusement, alors qu'on a des capacités, je pense, importantes à l'échelle du continent européen, mais qu'on ne sait pas créer une dimension qui, finalement, transcenderait les pays de la communauté européenne pour se mobiliser sur cet enjeu. On n'a pas cette capacité, et ça nuit à nous situer dans la bataille qui est en train de se jouer, qui est féroce, et qui pourrait voir, alors là, peut-être d'autres en parlant de manière plus pertinente et avec plus d'acuité que moi, mais on dit que la Chine est en train de prendre beaucoup d'avance et qu'au contraire de ce qui s'est passé dans Internet, elle pourrait avoir le leadership sur ces enjeux, et les Américains étant dans une position de suiveur, et nous, malheureusement, dans une position d'accompagnateur, spectateur, je ne sais pas, consommateur aussi, victime, j'espère pas trop, mais en tout cas, il va falloir qu'on se projette. Donc moi je pense aussi que ça... Finalement, à travers ce qui est dit, ça va nous renvoyer encore plus fortement qu'aujourd'hui à la nécessité de ce qui fait sens et des capacités contributives dans une entreprise, à le refonder, à le reprojeter, à le repartager. Et peut-être, alors, dans des entreprises comme les nôtres, où on ne sait pas qu'on se prétende particulièrement plus exemplaire que d'autres, mais en tout cas où on a vraiment la volonté, on se dit collaboratif par nature, donc d'embarquer une communauté pour construire et grandir. Je pense que les enjeux de transformation, de refondation, ça va être effectivement quelque chose de fort. À ce stade, c'est difficile donc d'écrire des modalités précises. Il y a des éléments sur lesquels on essaie de construire et d'anticiper dans le cadre du groupe dans lequel je suis, en lien aussi avec la Massif qui... parce que bon, comme on sait qu'on est voué à disparaître en 2038. Moi, je ne crois pas que pour être honnête, je pense que le métier d'assurance va être transformé, mais que les capacités d'assurance resteront nécessaires. Je ne vois pas comment... Il y a des risques, le monde aura toujours des risques, et donc il faudra toujours les administrer. Nous, on espère pouvoir le faire dans un format aussi qui est le nôtre. Par contre, il y a des métiers, notamment au plan de la gestion et de la distribution, qui, oui, sont probablement condamnés de la façon dont on les faisait aujourd'hui, et il y en a d'autres, par contre, qui vont apparaître, qui vont mobiliser des capacités et des ressources qu'on mobilisait peut-être insuffisamment jusqu'alors ou différemment, ou qui vont surtout nous amener à nous poser la question de comment on articule les équipes, les hommes, les robots, les algorithmes. Enfin, tout ça, c'est vraiment un enjeu qui va être colossal dans les années qui viennent. Et puis il y a la question de l'éthique également. Oui, alors ça, on est assez fort. Nous, je pense que c'est vrai qu'on a des capacités en Europe et en France qui sont fortes là-dessus, qui peuvent parfois être un handicap aussi, parce que c'est vrai qu'on a des préventions initiales qui nuisent à des capacités d'entreprendre, sans être masochiste, hein, mais objectivement, on a vu des entrepreneurs
peut-être un peu moins maintenant, mais Français partir, non pas parce qu'ils ne trouvaient pas de capitaux pour entreprendre chez nous, mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'engager les recherches qu'ils souhaitaient engager chez nous. Et c'est vrai, on a beaucoup de prévention, beaucoup de questions éthiques qui sont posées et qui sont justes, qui sont fondées, mais qui en même temps inhibent un peu les capacités d'entreprendre. Et alors que c'est vrai que sur d'autres continents, on va dire, les Chinois, les Indiens sont beaucoup moins, finalement, ou les Américains, hein, ils sont dans une logique, on a une bonne idée, si on fait un business model avec, c'est formidable, si on arrive à créer un géant, c'est encore mieux, et s'il y a des conséquences éthiques, on verra après. Nous, on est plutôt dans l'inverse, et comme en plus, on n'a malheureusement pas la macro-capacité, on a vu les chiffres tout à l'heure, il y a finalement peu de chercheurs, il y aurait pas mal de capacités, je pense qu'on a un pays qui forme beaucoup d'ingénieurs de très grande qualité, voilà, et qui s'en vont pour malheureusement beaucoup d'entre eux. C'est un des problèmes aussi, de garder nos compétences pour essayer de capitaliser sur ces compétences chez nous, même si c'est bien aussi de partir. L'herbe peut être plus verte ailleurs, et puis ça apporte beaucoup, je pense, de pouvoir partager, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant qu'on n'ait pas cette capacité de mobilisation en Europe, en tout cas, à ce point des ressources dont nous disposons. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le pense. Peut-être pour... alors oui, on a une réaction. Pour rebondir justement à vos deux observations, je me disais, pour l'assurance, ça serait juste incroyable de pouvoir intégrer une offre pour tous les e-gamers, vous savez, tous ceux qui jouent aujourd'hui aux jeux vidéo, une assurance pour tout ce qui est risque au niveau des jeux vidéo, parce que c'est tout un secteur économique qui va se développer, qui se développe déjà aujourd'hui de manière incroyable. Et là, il y a des opportunités mais incroyables de pouvoir trouver un marché. Et de l'autre, pour les comptables, c'est juste hier, ça date d'hier, une lettre ouverte de la Fédération des experts comptables italiens qui dit « La facturation électronique va détruire des milliers d'emplois en Italie chez les experts comptables ». On est mal barré. Parce que si c'est que la facturation électronique, justement, qu'est-ce qui va se passer quand on va intégrer des services beaucoup plus disruptifs? Bref. Peut-être pour donner aussi du grain à moudre, donc il y a un rapport de France Stratégie qui indique qu'il y a d'autres facteurs que la technologie qui vont impacter l'évolution du travail. Alors je cite le comportement des travailleurs comme des clients ou des fournisseurs, les tensions en besoin de main-d'œuvre, les obligations réglementaires jouent bien souvent un rôle prépondérant dans les évolutions du travail. Finalement, alors ça c'est une question qui est ouverte à vous tous. Est-ce que parfois, à l'inverse, on a tendance à trop projeter sur l'intelligence artificielle et à uniquement se focaliser sur elle pour parler des évolutions sur l'emploi et sur le travail? On a ou sinon Marie-Christine, ouais. Non, moi juste, j'en profite sur ces aspects-là. Je pense que mes partenaires sont plus compétents que moi. Je voulais juste réagir tout à l'heure sur l'IA américaine, chinoise et européenne. Vous avez raison, hein, je pense que actuellement la Chine investit énormément sur une approche de l'intelligence artificielle, sur le deep learning en particulier, sans du tout se préoccuper d'éthique. Et effectivement, on pourrait dire que l'Europe là va se trouver en tant que spectateur compter les points entre les États-Unis et la Chine. Alors moi, je suis peut-être un petit peu optimiste. Je pense que l'intelligence artificielle européenne a sa carte à jouer, et en particulier sur l'aspect différenciation à base sur l'éthique au sens large, et en particulier sur l'aspect explicabilité, acceptabilité. Je pense qu'il faut former les citoyens. Et les citoyens européens, justement en tant que consommateurs, ils ont aussi leur mot à dire pour accepter ou ne plus accepter en particulier que leurs données soient prises soit aux États-Unis, etc. Et en fait, il y avait un débat, il y avait la conférence internationale à Lyon en avril dernier sur la conférence du web. Il y avait Tim Berners-Lee qui était là, l'inventeur du web et du web sémantique, et d'autres, et puis des représentants d'Amazon et Facebook, etc. Et Tim Berners-Lee a vraiment insisté sur cet aspect éthique, préservation de la vie privée, etc. Et sur le fait que l'Europe, pour lui, l'Europe, c'était vraiment peut-être un espoir à mettre sur ces applications d'intelligence artificielle respectueuses de la vie privée, entre autres.
C'est un enjeu citoyen aussi. Sur cette question peut-être de est-ce qu'on projette trop sur l'IA, peut-être un regard, une réaction là-dessus? Alors en un mot, oui, effectivement, on parle de révolution numérique pour l'IA, on confond souvent IA et révolution numérique, mais en fait il y a des révolutions numériques. Il y en a 3 ou 4 qui sont en train de se faire aujourd'hui. L'IA n'en est qu'une. Parmi les autres, vous avez l'imprimante 3D qui, alors elle tarde à faire ses preuves. Beaucoup ont annoncé la fin du capitalisme parce que chacun pouvait produire chez lui donc une imprimante 3D. Pour ceux qui ne voient pas, c'est tout simplement en fait un bras articulé qui peut sculpter à la demande dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quel matériel. L'imprimante 3D, aujourd'hui, vous pouvez construire une maison de 50 mètres carrés en moins de 24 heures pour un coût de 9 000 €. Donc je vous laisse imaginer, notamment c'est utilisé aujourd'hui, il y a beaucoup de philanthropes qui l'utilisent, qui investissent dans cette technologie-là pour réduire les favelas, pour réduire tous les problèmes de mal logement. On peut, en l'espace de 2 mois, on pourrait, si tout le monde s'y mettait, loger tout le monde grâce à cette révolution-là. Vous avez une autre révolution qui est celle de la blockchain. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est une technologie décentralisée qui permet de se passer d'un tiers de confiance, donc on rentre dans le domaine de l'assurance là aussi, pour pouvoir réaliser des actions communes. La blockchain aujourd'hui, elle permet aux États de ne plus de se passer de la monnaie des États directement. Les applications les plus connues, c'est le Bitcoin notamment. Elle permet aussi de se passer des notaires dans le cadre de transmission d'actes cadastraux. Elle permet de se passer de RH quand vous voulez recruter une personne parce que vous allez avoir une autre personne qui va être comme tiers de confiance, etc. À ces 2 révolutions-là, plus l'IA, je rajouterai aussi la robotique. On a aujourd'hui des robots qui, sans être intelligents, sont uniquement programmés pour une tâche. Il y a une petite vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps montrant en fait un robot plaquiste qui tout simplement aggrave des plaques dans une maison. Alors tout le monde disait oui, ils ont calculé, il est 2 fois moins rapide qu'un humain. Mais le problème, c'est qu'il travaille 3 fois plus parce qu'il ne dort pas. Donc du coup, voilà, on a ces 4 révolutions-là. La révolution numérique, en fait, a 4 visages. Et là où ça change par rapport aux 3 autres grandes révolutions technologiques qu'on a eues dans notre histoire, c'est que les 4 arrivent en même temps. Et c'est pour ça que l'effet est complètement décuplé, exponentiel, et qui touche absolument tout le monde. Borna, Patrick, vous souhaitez réagir? Oui, moi, d'un point de vue de l'éthique, justement. Oui, ça marche. Oui. Est-ce que, justement, on doit donner un premier niveau de l'éthique de l'innovation, l'éthique dans l'intelligence artificielle et dans la technologie, et après, quelle est l'utilisation que l'on en fait dans un schéma général, local, régional, national, mondial, dans lequel on inscrit un projet de civilisation, dans lequel la technologie n'est que le moyen, et n'est qu'une façon d'atteindre certains buts culturels, pour comment on cherche aujourd'hui à garder notre civilisation, notre culture, que cela soit italienne, française, européenne, ou justement mondialisée, ou plus chinoise ou américaine. Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, évidemment. Nous, on est profondément persuadés que le schéma de l'ONU, j'en parlerai jusqu'à minuit parce que c'est quelque chose en quoi je crois énormément. C'est vraiment comment donner en fait une charte éthique commune qui présente tous les défis aujourd'hui qui sont présents. Il suffit d'en choisir un, de plusieurs, et de rassembler plein d'acteurs sur ces défis et de les résoudre collectivement. On ne va pas y arriver tout seul, que cela soit le réchauffement climatique, que cela soit plein de problématiques. Et je me dis surtout, il faut qu'on soit vraiment conscient que si on laisse des pays comme la Chine, surtout, c'est pas un fantôme, mais c'est une réalité. Et donc il faudra qu'on soit vraiment capable, nous, en tant que civilisation européenne, on parlera aussi de la RGPD, de la protection des données, de comment on captive cette valeur aujourd'hui et comment on la redistribue peut-être aux citoyens, et comment le rôle de la société s'inscrit dans ce projet-là. Patrick ? Oui, sachant que parfois la technologie entre en contradiction avec des questions éthiques. Je pense par exemple sur la blockchain, on a un problème par rapport à l'inaliénation des données qui fait question par rapport à tout ce qu'on a mis en place en RGPD, qui est pertinent à mon sens. Et finalement, il va falloir qu'on arrive à conjuguer ça. C'est pas toujours spontanément évident. Moi, je crois que et je rejoins vraiment ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir des ressorts, et des ressorts, moi je pense aussi, qui seront communautaires. Moi je crois aux communautés et à l'implication communautaire, c'est-à-dire à l'information, à l'enseignement, à la capacité qu'on peut donner aux gens de s'emparer collectivement des enjeux, peut-être aussi en les outillant.
C'est-à-dire en les outillant intellectuellement, bien sûr, mais en les outillant aussi tout court, parce que je pense que demain, il va y avoir des enjeux, que peut-être nous, on peut avoir un rôle à jouer là-dessus. On a peut-être cette ambition, peut-être qu'elle est folle, peut-être qu'elle est démesurée, mais dans des entreprises comme les nôtres, on fait communauté. On a des implications, on est en train de le voir en ce moment même sur des actions, par exemple, de prévention. On a des mobilisations très transversales. Et moi, je crois beaucoup demain que, à la fois pour réfléchir aux questions d'usage, mais à la production aussi qu'on pourrait avoir d'éléments dont on se sera emparé et qui pourraient nous permettre d'atteindre un résultat sans être à la merci uniquement de ce qui sera produit ailleurs que chez nous, on va avoir des questionnements à se poser et peut-être des capacités de réponse un peu collégiales, à condition de l'organiser et de faire confiance à l'intelligence individuelle, pas seulement à l'intelligence artificielle, mais à l'intelligence de tout le monde, et à la capacité finalement contributive assise sur une communauté. Moi, j'y crois beaucoup. Après, c'est peut-être naïf de ma part, mais je pense qu'on a quelque chose à jouer, notamment sur le continent européen, parce que c'est très en lien avec notre culture, et aussi des éléments éthiques, notamment dans notre pays, auxquels on est très attaché à raison. On va adresser la dernière partie de cette table ronde. Donc, dans une dizaine de minutes, ça sera à vous, dans le public, de poser des questions. On va repartir un petit peu dans un exercice un peu d'imagination, de prospective. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ont vu un film sorti en 2013 de Spike Jonze qui s'appelle Her, H-E-R? Si oui, levez la main. Alors du coup, pas beaucoup peut-être pour vous raconter ce film que je vous conseille fortement parce qu'il est pas mal en lien avec le sujet d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'un homme qui se retrouve face à un ordinateur qui a une voix qui se configure au fur et à mesure pour répondre à ses attentes et puis aussi à une partie de ses désirs, qui commence à engager une conversation, à tel point que cet homme tombe amoureux de cette intelligence artificielle, de cette voix. Alors voilà, je ne vous en dis pas trop, mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est que c'est clairement une projection, c'est une forme de futur probable que certains scénaristes mettent sur la table. Puisqu'on parle de probabilité, est-ce que pour vous, Marie-Christine, c'est quelque chose en réalité qui est possible? Est-ce qu'on arrivera un jour à une intelligence artificielle aussi poussée ou pas? Alors d'abord, dans le film Her, la voix, c'est celle de Scarlett Johansson. Ça compte un peu. Donc ce n'est pas une voix de synthèse. Donc je pense que ça joue beaucoup. Alors en fait, ce qui est dans ce film, c'est pas nouveau parce que Turing, on a déjà parlé de Turing au début là. En fait, il avait proposé une définition d'intelligence artificielle et un test qui s'appelle le test de Turing, qu'il a inventé et publié en 1950, donc c'est pas hier. Et pour lui, une façon de définir ce que c'était qu'une intelligence artificielle, c'est de mettre un humain en interaction avec une machine et un autre humain via du langage, via un échange textuel. Mais là, c'est la voix, mais enfin, ça aurait pu, en 50, c'était plutôt un échange textuel. Et si, dans cette conversation, l'humain n'arrivait pas à reconnaître s'il dialoguait avec une machine ou avec l'humain, eh bien, la machine passait le test de l'intelligence artificielle. Quelque part, dans ce film, ça montre, alors c'est pas une interaction, c'est une interaction vocale, et où voilà, cet avatar passe le test de Turing. Alors en fait, c'est pas nouveau non plus, parce qu'il y avait, dans les années 60, il y avait un programme qui s'appelait ELISA, qui était un programme de dialogue homme-machine en langage naturel, et où les humains se laissaient facilement prendre au jeu pendant un certain temps. Après, on voyait bien les ficelles, mais en gros, c'était un dialogue. Et d'ailleurs, ça a été aussi repris dans un livre de David Lodge, où en fait c'est quelqu'un qui, sans tomber amoureux de ce programme qui s'appelle ELISA, en fait pense que, l'utilise comme un psychiatre, se fait psychanalyser par ce programme, tout simplement parce que le jeu de ce programme, c'est que quand il comprend pas très bien les questions de l'humain, eh ben il retourne la question et il lui dit « Et vous, qu'en pensez-vous » Et en fait, c'est tout simplement pour montrer que face à un robot, face à une voix, face à un dialogue, en fait, l'humain, il se laisse facilement bluffer par l'interaction comme ça, pendant un certain temps. Au bout d'un certain temps,
il va comprendre que derrière, en fait, c'est un peu toujours répétitif, même s'il y a de la variété, etc. Donc voilà, je pense que, alors pour répondre à la question, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Moi, je continue à penser, mais bon, je ne suis pas non plus devin, qu'on va effectivement faire d'énormes progrès grâce à l'intelligence artificielle dans des tâches bien spécifiques, dans un spectre de compétences bien délimité, et que ça va être des outils d'aide très performants. Par contre, est-ce que ça va changer, enfin, je veux dire, prendre le contrôle sur l'humanité ou des choses comme ça? Alors moi, je pense que c'est de l'ordre du fantasme complet. Et malheureusement, les films, les livres, etc., ça vont plutôt dans ce sens-là, parce que c'est des choses qui, Frankenstein, enfin, c'est depuis longtemps, tout ça. Mais moi, je pense qu'il faut raison garder par rapport à ça. Merci. Peut-être, Borna, donc on parlait tout à l'heure un peu du mix technologie-humain. Est-ce que pour vous, vous avez le sentiment que c'est un mélange qui fonctionne bien sur l'objet que vous appréhendez avec Pixies, ou finalement c'est quelque chose qui s'applique à tout, que toutes les entreprises, par exemple, pourraient également être attentives à ce fameux alliage technologie-humain? Je dis que ça s'appliquera, ça s'applique et ça devra s'appliquer partout. Et toutes les prémices sont là finalement. En termes d'UX, donc d'expérience utilisateur, on peut pousser les frontières très loin. Et justement, la voix, c'est l'une des interfaces désormais dans lesquelles on fait le plus d'investissement, que cela soit chez les Amazon, Google, etc., et les autres grands acteurs. On cherche toujours en fait à se poser la question, quand on allie l'humain et l'IA, ou quand même des algorithmes qui peuvent automatiser certains process, quel est le but de cette action? À quel besoin ça doit répondre? Donc il s'agit très en amont de construire tout un tas de parcours utilisateurs et se demander, OK, par ces différentes itérations et interactions, à quel besoin on va répondre. Et si ce n'est pas le cas, si on n'est pas capable, il faut justement, à travers la data que l'on peut récupérer dans l'usage des personnes, améliorer les outils et être de plus en plus performant. Et ça, c'est possible que lorsqu'on a des flux de données constants, un flux tendu, et qui vous permettent en fait d'entraîner l'IA et qui permettent donc d'être plus efficace et optimisé quand on est donc derrière, quand on est une vraie personne et qui s'associe en fait au travail qui est fait en amont, souvent par la machine. Puisqu'on en est aussi sur ces questions un peu de posture qu'on peut avoir face à la révolution qui s'annonce, il y a une des solutions qui est souvent avancée, qui est celle de la formation continue, justement, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut ne pas subir, mais anticiper. Est-ce que c'est effectivement un sujet qui, à chacun, donc la question peut se poser notamment à Erwan ou à Patrick, pourquoi est-ce que c'est un enjeu si important, finalement ? C'est un enjeu parce que l'intelligence artificielle va nous surpasser dans beaucoup de domaines. Mais ça, il faut le comprendre. Mais comme disait Marie-Christine avant, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'empathie. Au final, l'intelligence, pardonnez-moi, elle est bête comme elle est idiote comme ses pieds, l'intelligence artificielle. Elle est incapable de réfléchir par elle-même. Elle est capable de reproduire des schémas qu'on lui a inculqués, mais c'est tout. Est-ce qu'on a eu peur du tournevis quand on a créé le tournevis? Non. Bien sûr qu'elle va, pour revenir sur le sujet, revenir sur la question de la formation, bien sûr qu'elle va détruire des emplois. Toute technologie détruit des emplois. Il y avait encore 22 000 porteurs d'eau à Paris il y a plus de 150 ans. Aujourd'hui, il ne viendrait pas du tout à l'esprit de porter de l'eau chez soi pour aller apporter le bain ou quoi que ce soit. Par contre, là où il y a un gros problème, il y a un gros danger, à mon avis, pour l'humain en termes d'intelligence artificielle, c'est pas un effet Terminator, c'est-à-dire qu'elle prendrait le pas, mais c'est plutôt un effet Wall-E. Vous savez, ce film, vous avez un petit robot qui, en fait, est envoyé pour sauver la Terre. Et le problème, c'est qu'après, on découvre que l'humanité a complètement déserté et elle est complètement obèse dans des fauteuils en train de regarder la télé tous les jours. Et c'est ça le gros problème, la grande menace qu'il y a par rapport à l'intelligence artificielle. Concrètement, vous avez par exemple des chauffeurs de taxi londoniens qui utilisent l'application Waze, donc de géolocalisation. Depuis qu'ils utilisent ça, plutôt que de se repérer dans l'espace, ils ont remarqué une atrophie de leur hippocampe de plus de 10 points.
Donc ça veut dire qu'en fait, en utilisant trop la technologie, on devient idiot. Pareil, on a remarqué qu'il y a eu un pic d'obésité au moment où on a créé les escalators. Pourquoi ? Parce qu'on n'utilise plus d'escaliers. Et avec l'intelligence artificielle, ça va être exactement la même chose. Tant qu'on ne cultive pas justement ce qui fait de nous un être humain, tant qu'on se repose trop sur la machine, on va du coup complètement s'atrophier et perdre. Donc c'est là où quelque part la formation va être indispensable. Premièrement, elle va être indispensable. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes qui ont un métier qui va être complètement détruit par l'intelligence artificielle ou par une autre évolution, de pouvoir se réorienter ailleurs, donc d'acquérir de nouvelles compétences. Si vous me permettez, en une minute, il y a un très joli cas, le cas des caissières notamment, dans beaucoup d'expériences qui montrent qu'en fait, ces personnes-là, elles faisaient d'excellentes commerciales. Pourquoi ? Parce qu'elles sont capables d'une grande empathie, d'une grande connaissance de consommation des personnes, des ménages, et capables d'avoir un dialogue social très intéressant, 8 heures d'affilée dans une position pas forcément agréable. Et en fait, on a remarqué que quand on les mettait à des postes de commerciaux, elles étaient beaucoup plus efficaces que les gens qui ont suivi une formation de commercial. Allez comprendre quelque chose, c'est la magie de la plasticité du cerveau humain. Et deuxièmement, la formation tout au long de notre vie, elle va nous permettre justement de pouvoir développer notre plasticité cérébrale, de permettre justement qu'on ne s'atrophie pas et d'éviter justement cet effet Wall-E, donc de faire en sorte qu'on soit complémentaire de l'IA pour travailler avec elle, parce que toutes les études le montrent. Hein. Par exemple, l'intelligence artificielle BioMind, qui est développée par Google sur la santé, elle est capable de reconnaître et de poser un diagnostic à 88% des cas, un bon diagnostic, dans le cas justement de déceler ou pas des tumeurs du poumon. Un humain ne peut faire que 66%. Humain plus machine, c'est 95%. Donc pour l'instant, il faut qu'on soit dans la collaboration avec les robots, en espérant qu'un jour ils ne nous dépassent pas, mais dans la collaboration pour nous-mêmes aussi continuer à s'upgrader. Patrick, sur cette question de la formation. Dans le prolongement, il y a aussi une chose, hein, parce qu'il ne faut pas fantasmer trop non plus. Hein. Par exemple, dans ce qu'est une conscience, comment déjà arriver demain à modéliser une conscience et peut-être la rendre, et encore plus la reproduire. Donc déjà, arriver quelque part à identifier les ressorts d'une conscience et demain le reproduire, c'est une mission impossible. Enfin, je pense que c'est inatteignable et tant mieux. Et donc, ça veut dire que l'humain a de beaux jours devant lui, la première chose. Moi, au-delà de la formation, parce qu'il y a des enjeux de formation, moi je pense que ce qui va être fondamental aussi, c'est les enjeux de transformation et de projection collective, d'organisation du travail, en mutation, j'allais dire, en mouvement permanent. Moi, je sens qu'il va y avoir un enjeu très fort autour de ça, et une mise à l'épreuve, finalement, de nos organisations, de nos entreprises, avec une capacité, parce que ça va être ça l'enjeu, hein, pour donner de l'intérêt, de la qualité de vie au travail dans les organisations entrepreneuriales. C'est comment on rend les gens acteurs, comment on mise sur leur capacité contributive, et comment on crée une dynamique autour de ça. Et il va falloir tout réinterroger, avec l'éruption, effectivement, très forte demain des robots en plus des humains, et aussi des formes d'intelligence artificielle qui vont émerger, en plus de tous les autres bouleversements technologiques qui ont été évoqués, qui ne sont pas nuls non plus, hein, dans l'évolution et de l'organisation de nos entreprises et de nos vies. Marie-Christine ? Oui, on parle, c'est normal, là, on est dans le contexte du travail, de transformation du travail, donc on parle de la formation continue. Je ne peux qu'adhérer à tout ce que vous avez dit. J'insiste sur un point, c'est que ce qui est très important à mon avis, c'est aussi faire aussi descendre l'enseignement de l'informatique et de l'intelligence artificielle, mais de l'informatique plus largement, des sciences du numérique, à l'école primaire, au collège et au lycée, parce qu'actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Et on se retrouve avec des étudiants en informatique qui choisissent l'informatique et qui ne savent pas trop pourquoi. Si, en fait, souvent, c'est des garçons qui aiment bien les jeux vidéo. Et en fait, il y a vraiment une vraie méconnaissance en fait, pour les étudiants qui entrent en formation initiale à l'informatique. Et c'est très, très important de former tous les enfants dès leur plus jeune âge à l'école, à l'informatique, à l'algorithmique et à l'intelligence artificielle. Merci à vous quatre. Il est 19h40, l'heure de passer aux questions de la salle. Donc il y a un micro qui va circuler. Je vais donner un micro pour qu'il puisse circuler. Donc ce que je vous propose, c'est si vous avez une question, de lever la main et d'essayer de poser une question courte, idéalement, pour qu'on puisse en prendre le plus possible. Merci. Oui, vous m'entendez ? Oui. Ok. Donc moi, je suis très pressée de poser ma question parce que c'est ce que je suis venue entendre à la conférence et je ne l'ai pas encore entendu. C'est quels sont les nouveaux métiers qui vont arriver grâce à l'IA. Merci.
Alors, je pourrais vous répondre avec une... Vous pourrez devenir éleveur de Pokémon. Vraiment. Mais déjà aujourd'hui, en fait, il y a des personnes qui... Vous savez, il y a le jeu Pokémon Go. En fait, il y a des gens qui n'ont pas le temps pour aller se promener dans le parc et trouver des œufs de Pokémon qui valent de l'or après. En fait, il y a des gens qui ont dit, tiens, en fait, je peux vous remplacer, je prends votre téléphone et je marche dans la rue pour que j'obtienne des œufs Pokémon et ils gagnent de l'argent. Ça, c'est pour dédramatiser et pour en rire un peu. Après, nous, par exemple, et je pense que j'espère que ce sera partagé comme avis, on ne peut pas avoir la prétention, avec une boule de cristal, et de prédire dans 15-20 ans, ce seront ça les métiers qui, demain, seront porteurs. Alors, il y a un article de Laurent Alexandre que je reprends sur l'Obs, qui est hyper intéressant, qui disait les pilotes d'avion. Aujourd'hui, c'est un métier qui est très porteur, il y a une pénurie de pilotes incroyable. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire un métier d'avenir, parce que si on est à l'instant présent dans un futur proche, c'est le pilote. Voilà, sans faute. Sauf que, lorsque, au moment même, il y aura un système d'intelligence artificielle avec un autopilote qui nous permettra de décoller et d'atterrir automatiquement avec juste une personne qui sera dans le cockpit pour pas qu'on ait peur pendant que l'avion est en vol, en fait, qu'est-ce qu'on fera avec ces milliers de pilotes? Juste pour vous donner un peu l'idée, et aussi de l'élasticité mentale qu'on doit avoir quand on cherche à faire de la prospective au niveau des professions. Donc moi, j'aborderai la question sur 4 niveaux. D'un point de vue déjà des besoins, qui sont les besoins adressés aujourd'hui, des besoins sociétaux ou environnementaux, qui sont indissociables. Quel est le niveau de technologie et quelles sont justement ces technologies qui peuvent créer des opportunités, voire créer des contraintes au niveau des systèmes socio-économiques. Quelles sont les tendances au niveau géographique et régional, c'est-à-dire que chaque région, chaque activité pourra trouver un épanouissement dans une région plutôt qu'une autre d'un point de vue industriel. Je vous dirais, aujourd'hui, dans l'industrie de la green tech, il y a, et tu disais très bien, Erwan, combien de millions d'emplois vont être créés. Il y en a un tas qui vont se créer grâce justement aux nouvelles technologies appliquées aux énergies renouvelables et d'autres. Et l'autre, j'avais noté, c'était justement, oui, l'éducation et le skilling. Comment aujourd'hui on sera capable de pouvoir, non pas prédire, avoir la prétention quand on fait de l'orientation notamment, dire toi tu seras dans cette case et voilà ton parcours et ça, parce qu'on a créé des tragédies sociales énormes dans les années passées. Donc la seule chose qu'on pourra dire, c'est quelles sont les compétences transversales qui vont vous permettre à chaque moment où votre travail est en péril, parce qu'il y aura un de ces facteurs qui vont venir moins, et c'est à ce moment qu'avec la formation, vous serez capable. Mais partons des besoins de la société. Erwan, j'irais même un peu, je suis tout à fait à ce que vient de dire Bernard, j'irais un peu plus loin, on n'en sait absolument rien. Si aujourd'hui vous avez quelqu'un qui monte sur scène en vous disant les métiers en 2100 seront ça, ça, ça et ça, c'est un charlatan. Clairement. Il y a 10 ans, qui était capable de dire qu'aujourd'hui, le métier le plus stratégique au sein d'un département marketing d'une grande entreprise serait celui de community manager? Community manager, c'est celui qui anime des pages Facebook, Twitter et LinkedIn pour le compte d'une entreprise. Aujourd'hui, c'est la première image que la plupart des consommateurs voient. Et aujourd'hui, c'est des boulots qui peuvent... C'est un salaire qui peuvent s'échanger entre 3, 4, voire 5 000 euros. Je vous laisse regarder par rapport aux autres métiers. On n'en savait rien il y a 10 ans. Il y a 10 ans, cette tâche-là, quand ça a émergé, c'était utilisé par le stagiaire. On disait, tiens, tu vas t'occuper de ça. Aujourd'hui, maintenant, il y a des formations spéciales là-dedans. On n'en sait absolument rien. Par contre, il y a des tendances. Il y a un métier, par exemple, qui a évolué, qui a été créé il y a 2 ans, c'est celui de gestionnaire de funérailles numériques. Alors, pour faire très simple, la première entreprise française qui fait ça, elle est basée pas très loin d'ici, entre Lyon et Saint-Étienne. C'est un peu, de mauvais goût, mais c'est comme vous voulez vous anticiper. Pareil, on a tous une présence sur les réseaux sociaux, par mail, sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais si vous décédez du jour au lendemain, personne ne va s'occuper du service après-vente, entre guillemets. Et bien justement, ces entreprises-là, vous allez les voir de votre vivant, comme un gestionnaire de testamentaire classique, et vous allez lui donner des ordres, et la personne va publier en votre nom, en disant, voilà, bonjour, je suis mort, voilà, c'est triste,
mais on en rigole, mais c'est un métier qui a vraiment le vent en poupe et qui peut paraître un petit peu obscur pour certains. Et en fait, vous choisissez plusieurs formules. Vous avez notamment la formule qui est longue vie, où pendant 2 ans, vous allez poster des messages toutes les semaines en disant je me rappelle, là où quand j'ai enlevé mes petits trous de mon vélo, je me rappelle la bouffe avec Sébastien, etc. Je me rappelle, etc., etc. Et en fait, c'est une façon de continuer à faire vivre les personnes sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un métier, il y a 4 ans, ça n'existait pas. Il y a 3 ans, on ne l'imaginait même pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment en vogue. Alors, il y a un biais cognitif quand même à passer, parce qu'il faut se projeter à l'après-mort. Mais voilà, donc en fait, on n'en sait strictement rien. Il y a des tendances qui évoluent, et j'ai envie de dire, laissons les métiers se créer. Par contre, il faut justement faire en sorte qu'ils puissent se créer. Donc ça veut dire de lever pas mal de règlements, pas mal de lois, pas mal de carcans qui peuvent exister aussi pour laisser un peu l'économie respirer et lui permettre justement de se créer. D'autres questions? Alors, il y en a une là tout au fond de la salle, tout en haut. Si vous pouvez garder le bras levé. Vous m'entendez? Oui. Il y a des trucs qui me chipotent. Donc, Erwan, on parle d'éthique. Isabelle, au fond, là-bas. Yes! Vous parlez d'éthique et en même temps, vous venez parler de faire vivre les morts après la mort. Là, ça me chipote un peu. Ensuite, je parle à votre voisin parce que j'ai adoré votre imagination pour créer votre entreprise. Je lui souhaite longue vie avec les jeunes. J'ai 2 ados, ils ont 23 et 20 ans. Un qui a failli être DJ à Ibiza et l'autre youtubeur. Donc imaginez en tant que maman le jour où ils m'ont dit ça. Ce qui m'a valu, c'est que moi, quand j'étais lycéenne, le métier que j'ai pratiqué depuis 20 ans n'existait pas. Donc je suis restée très ouverte. Maintenant, à vous, je pose la question, quand vous nous donnez des statistiques sur les métiers de demain et que vous dites en même temps, il y a des études qui disent que le solde sera positif entre les destructions et les créations, et en parallèle, vous nous parlez, on ne peut pas dire, ça me chablote. Vous avez tout à fait raison, madame. C'est là la limite du raisonnement, en fait. En fait, quand on voit la plupart des études, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de charlatans dedans. Mais par contre, le World Economic Forum, on ne peut pas dire que mais quand ils nous disent, voilà, c'est deux créés pour un perdu, c'est parce qu'en fait, on regarde aussi les tendances qui peuvent exister, faire parler les morts. Alors aujourd'hui, ça nous paraît complètement déluré, mais peut-être que demain, ce sera au contraire de mourir brutalement et biologiquement sans avoir dit au revoir à personne, qui sera vu comme contraire à l'éthique. Ça, c'est la société évolue, les mœurs aussi. Mais par contre, ce qu'on est sûr, c'est que pourquoi est-ce qu'on est sûr que justement des métiers vont se créer plus en solde positif? C'est parce que c'est l'histoire qui nous enseigne. Comme je vous ai dit, tous les 60 ans, on a une révolution technologique. À chaque fois, on a un solde positif de l'ordre de 2 à 3. C'est-à-dire que dès qu'un emploi est détruit, il y a de l'ordre de 2 à 3 emplois qui se créent. Et aussi parce que c'est quelque part une nécessité démographique. On a justement une démographie on sera près de 9 milliards d'habitants en 2100. Il faudra que l'humain, de toute façon, si jamais l'économie ou le marché n'arrive pas à créer ses propres emplois-là, il faudra que ce soit l'humain, avec son imagination sans limite, de créer ces emplois-là, parce que sinon on se retrouvera avec quasiment plus d'une personne sur 2 au chômage dans nos sociétés-là. Et vu que c'est pas quelque chose vers lequel on veut tendre, on y arrivera. Pour terminer, je vous conseille la lecture de l'excellent dernier livre de Nicolas Bouzou, qui s'appelle « Le travail et l'avenir de l'homme », qui en fait, il montre beaucoup plus brillamment que je pourrais le faire en 30 secondes, pourquoi est-ce que le travail ne disparaîtra jamais? Parce que tant qu'il y aura des besoins humains, il y aura forcément un travail en face qui existera. Et les besoins humains étant par définition quasiment infinis, car l'homme est un éternel insatisfait, on aura toujours quelqu'un pour travailler justement à cette insatisfaction en face. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur cette question? On passe à une autre... Alors, il y avait une question là, mais je crois qu'il y avait aussi un bras qui s'était levé, voilà, ici... Et là-bas aussi. Voilà, plein de questions. Alors là, c'est pas forcément que sur l'IA, mais c'est la question des emplois. C'est une émission qui parlait de... Bon, là, c'était la question de l'aide aux personnes âgées. Bon, mais ça peut être pour différents publics. C'était soit, en gros... on allait s'orienter vers des petits robots là, qui s'occupent de nous à l'avenir, enfin, quand on en aura besoin. Soit c'est un choix des acteurs de la société, publics, privés, etc., de plateformes qui utilisent des algorithmes et des choix d'intervenants. Mais ça pourrait être que de la coopération
des entreprises. Je sais qu'il me semblait qu'il y avait AXA dedans, dans les gens, je crois, qui devaient réfléchir. Mais donc, c'est pas que de l'IA, puisque là, elle parlait d'algorithmes dans cette émission pour ces personnes, les besoins des personnes âgées. Mais je veux dire, on a le choix aussi dans les besoins, comment on les satisfait, et qu'on peut le satisfaire en qualité et en présence humaine plutôt que des robots. Mais ça, c'est que en coopération d'acteurs que ça peut être construit. C'est des histoires de plateformes qu'on utilise partout, mais c'est un choix de type de... Voilà. Mais ça, je ne sais pas comment ça peut être favorisé plutôt que des robots. Merci. Il se trouve qu'on a organisé cette année une conférence, et on avait donc à ESIO, sur la société de la longévité et sur les enjeux finalement de la prise en charge des individus pour longtemps, dans toute modalité, et qu'on avait un ministre japonais qui est venu témoigner. Vous savez qu'il y a une problématique majeure dans ce pays, puisqu'ils ont une proportion de personnes âgées ramenées aux personnes plus jeunes qui est phénoménale, d'une part, et qu'ils ont zéro immigration, d'autre part. Donc les deux confondus font qu'ils sont confrontés à des problématiques à la fois déjà, d'ores et déjà. Par exemple, il y a des hôtels au Japon où il n'y a plus de petit déjeuner parce qu'il n'y a pas de personnel pour servir le petit déjeuner. Au moment où on se parle, ça peut exister. Donc c'est vrai que ça pose question. Et je pense que pour le sujet que vous posez, il y a un enjeu où il y aura sans doute demain, alors les Japonais ils sont en train de miser là-dessus à fond sur des stratégies où il y aura des robots partout, des capacités de prise en charge, de soins, de ménage, d'accompagnement qui seront fondées sur une robotisation absolue. C'est leur stratégie, puisqu'ils sont privés de ressources humaines. Nous, je pense que dans nos pays, on n'est pas privés de ressources humaines, et je pense qu'il y a une aspiration en plus, ce qui fait lien social est précieux. Il y a une projection de nous pour longtemps de pouvoir en bénéficier. Et donc je pense qu'on acceptera qu'il y ait une articulation avec des moyens technologiques. On n'acceptera jamais d'être complètement privé de contact humain. Donc à nous de le structurer, à nous de le construire, et peut-être à nous, puisque c'est l'enjeu du moment, de le financer, puisque le président de la République a lancé un rendez-vous pour l'année prochaine. D'ailleurs, nous, on va participer aux consultations, puisqu'il se trouve qu'en mutualité, on fait à la fois de la prévention. On est des acteurs notamment pour le maintien de l'autonomie très important, des acteurs de prévention très importants. On participe à des modalités de prise en charge à domicile et en établissement dans des modèles non lucratifs. Et en plus, on a donc des capacités d'assurance format mutualiste. Et donc, on a l'aspiration de pouvoir être force de proposition sur ces enjeux en capitalisant sur l'humain pour longtemps, même si, bien sûr, là aussi, il ne faudra pas être absurde, il faudra l'articuler avec des réponses de nature technologique. Mais c'est vrai que la projection des Japonais, elle est inquiétante. Parce que c'est un choix qu'ils ont fait, le choix du zéro immigration, plus la situation démographique dans laquelle ils sont placés. Et c'est vrai que peut-être que ça sera contrebalancé par une volonté inclusive qui les habite, je pense, d'une certaine manière comme nous, même si c'est une société très différente de la nôtre. Mais en même temps, finalement, ils sont obligés de miser sur la technologie faute de mieux. J'espère que nous, on ne sera pas dans cette situation-là. C'est à nous, finalement, de pouvoir le construire dans les années qui viennent. Et je pense que c'est largement atteignable. Il y a un bel enjeu de société autour du bien vieillir ensemble et pour longtemps, et accompagner ça en France et en Europe notamment. Marie-Christine ? Oui, ça rejoint un point, enfin c'est un débat effectivement sociétal, et ça rejoint un point très important de l'acceptabilité pour une société de tel ou tel choix. Et effectivement, l'acceptabilité, elle dépend des pays, elle dépend des cultures, et c'est vrai que c'est des questions qui doivent être traitées par la société tout entière, et pas par les experts ou les spécialistes ou les choses comme ça. C'est vraiment très important. Alors, donc il y avait une question par ici, et puis ensuite on repartira là-bas. Donc voilà, monsieur qui s'approche. Bonsoir. J'ai une question pour Borna. J'ai trouvé absolument génial votre présentation de votre société. Et c'est vrai que ce lien entre les étudiants et les métiers qui existent est vraiment, vraiment super. Je me posais la question... Avec votre société, on fait le lien entre ce que veulent faire les étudiants, leurs choix, leurs tests, et les métiers existants. On a parlé un peu des emplois de demain ou d'après-demain en se disant c'est compliqué de savoir ce qu'il va y avoir. En revanche, les emplois qu'il y a aujourd'hui ou dans quelques mois, on a quand même
un certain nombre de données qui sont peut-être pas très bien exploitées, hein, mais qu'on peut de mieux en mieux exploiter. On n'a pas parlé de big data, mais c'est très lié avec la notion d'intelligence artificielle. Est-ce que vous faites ce lien un cran après? C'est-à-dire que c'est très bien de faire le lien avec les métiers, mais si les métiers ne donnent pas d'emploi, ça peut poser des questions. Est-ce que vous exploitez ces données géographiquement de manière très locale éventuellement, et faire un petit peu même de prospective? Parce que si vous voyez que les emplois se créent ou se détruisent de manière assez régulière, il y a peut-être une chance que dans 2-3 ans, ça continue dans ce sens-là. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que votre société, votre site, a cette notion d'emploi? Merci. Borna? Merci pour la question. C'est hyper intéressant. Alors, il y a, à mon avis, 2 niveaux de lecture. Un premier, quand on parle de prospective, et justement d'un point de vue vraiment philosophique, je pense que quand on parle de métiers du futur, et alors, en prenant les statistiques au niveau national ou régional, que cela soit au niveau de l'INSEE ou des branches professionnelles qui font plein d'études et ont des observatoires énormes avec des bases de données qui sont inexploitées et qui justement il serait hyper intéressant d'aller travailler sur ces données pour avoir une cartographie claire et nette de la distribution de l'emploi et des tendances à, je dirais, moyen terme, mais pas plus au niveau de la création d'emplois. Après, ça devient, je dirais, presque du mensonge, parce qu'au niveau du long terme, justement, les macro-tendances macroéconomiques, ça ne peut pas rester sur un plan local. Et donc, je pense que d'un point de vue donc, de la prospective, il faut justement, quand on est jeune ou quand on cherche à travailler avec les jeunes, mais je pense qu'avec toute personne, parce que désormais on passe de la formation initiale au contenu à une formation tout au long de la vie, c'est vraiment fondamental de se dire, OK, on a tendance à mélanger le futur dans une optique temporelle lointaine, qui peut être plus ou moins lointaine, et le présent. Donc je peux vous dire que alors, nous, aujourd'hui, ce qu'on cherche à implémenter au fur et à mesure, donc nous, on est né il y a 2 ans, on n'a pas encore implémenté tout cela, mais bon, vos suggestions me rassurent et me permettent d'imaginer avec optimisme où aller. La chose qui est importante pour un jeune aujourd'hui, c'est de se dire, OK, est-ce que ce type d'emploi, est-ce que ce type de métier pour lequel je suis en train de me former aujourd'hui va me donner de l'emploi demain? Bonne question. Dans la mesure où il y a certains secteurs qui sont plus porteurs que d'autres, dans certaines régions plutôt que d'autres. Donc il faut avoir entériné cette volonté de savoir aussi bouger avec une certaine mobilité, avec des conditions du travail qui ne seront pas les mêmes. Donc en fait, il y a d'autres facteurs, dont donc, un travail indépendant. Donc aujourd'hui, quand on parle d'UX designer, il y a le monde des freelances qui est en train d'exploser. Eh bien, est-ce que c'est un mal ou un bien? Ça va dépendre justement des conditions qu'on pourra permettre à ces personnes qui seront indépendantes, donc pas avec un vrai CDI ou d'autres conditions sociales, pour accéder à des services, etc., publics. Mais donc c'est vraiment très, très compliqué de le résumer. Mais je pense que c'est fondamental de raisonner après en termes de compétences et comment on est capable, comme créature apprenante, de faire un travail au fond de nous-mêmes et de toujours être mu par nos valeurs et nos motivations à la santé présent, avec une méthodologie, une sorte de travail qu'on peut faire pour se projeter dans X années, sur un projet qui est personnel, mais aussi un projet qui est collectif, d'une communauté, un projet qui est d'une nation, d'un pays, dans lequel nous identifions. Le micro est au premier rang maintenant. Oui, j'ai juste une petite question. Comme vous êtes des spécialistes de l'intelligence artificielle, on entend beaucoup une polémique monter sur un concept qui est de dire, puisque, alors c'est pas forcément vrai puisque vous venez de nous le dire, mais puisqu'on va supprimer des emplois et que les robots vont nous prendre ces emplois, il faudrait taxer les robots. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez, puisque c'est un peu d'actualité. Faut-il taxer les robots? Qui veut répondre à cette question? Alors c'était mon dernier papier dans les Échos que j'ai publié la semaine dernière. Alors ça peut être une très belle idée, Bill Gates l'a défendu, la Corée du Sud le fait, mais déjà avant de taxer des robots, il faudrait peut-être avoir des robots. Parce que figurez-vous qu'en France, on a 6 fois moins de robots qu'en Italie, on a à peu près de 12 fois moins de robots qu'en Corée du Sud, 15 fois moins qu'au Japon. On est un des pays, on est 30 ou 35e pays au niveau de l'OCDE
en termes d'équipement de robots. Donc autrement dit, en robotisation, on est le tiers-monde. Donc effectivement, ça peut être une bonne idée de taxer les robots, mais déjà, il faudrait peut-être avoir des robots. Et vouloir les taxer, le peu de stock de robots qu'on a aujourd'hui, ça ne fera qu'exploser le coût du travail, le coût du capital, pardon. Donc du coup, ça n'attirera pas du tout les investisseurs, alors qu'on a besoin de beaucoup d'épargne et beaucoup d'investissements dessus. Donc ça peut être une bonne idée, mais si on a des robots, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour compléter, Borna, oui. Oui, en fait, justement pour compléter, parce que il y a Mariana Mazzucato, qui est une économiste italienne qui est à l'University College of London et qui justement proposait, au lieu de taxer directement la valeur ajoutée qui est produite par un robot, est-ce qu'on peut parler de filière d'innovation, et lorsque l'État justement a participé à fond avant que n'importe quel investisseur VC puisse ainsi mettre de l'argent pour développer un plein d'entreprises, est-ce qu'on peut considérer plutôt une question de dividende d'État, dans lequel, lorsque l'État a investi 1 euro dans la R&D, lorsqu'on est encore une petite pousse, une start-up, et lorsqu'on a une vraie dynamique d'investissement sur des secteurs, eh bien, au bout d'un certain moment, on puisse aussi demander une petite partie de cette... Donc, comment socialiser cette richesse qui est souvent privatisée par rapport à un nombre... Merci. Alors, d'autres questions? Donc oui, ici, puis après, on remontera juste là-bas. Tout à l'heure, vous évoquiez l'intérêt de l'IA dans le médical, d'accord, notamment pour les chirurgiens qui ont une expertise qui va être plus rapide et plus différents impacts. Je voudrais en revanche parler en fait du malade. Et à votre avis, alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure, notamment dans l'accompagnement. Mais il y a des malades qui ont des besoins plus particuliers, bien évidemment. Des malades qui sont dans leur univers, et je pense plus particulièrement à l'autisme, qui ont des problèmes de communication, puisqu'ils communiquent vraiment à l'intérieur d'eux. Est-ce que justement, dans le futur, peut-être plus proche qu'on ne le pense, pourrait apporter une aide à ces patients méconnus, finalement, dans notre société actuelle? Je pense que oui, parce que je crois savoir même que c'est en gestation. Mais pour répondre plus globalement à votre question, moi je pense que on parlait finalement de médecine ou de chirurgie augmentée, et si on veut parler de santé augmentée, il faut passer par le patient augmenté aussi. Et demain, donc, rendre acteur, donner une capacité finalement d'interagir, de ne pas subir, mais de participer à, c'est quelque chose de fondamental dans un système de santé, en tout cas tel qu'on peut le concevoir dans une mutuelle, et je pense que dans une société comme la nôtre ou dans un pays comme le nôtre. Après, tout ne va pas naître chez nous, puisqu'on a vu par exemple que dans les évolutions qui sont à l'œuvre, aussi bien sur le diagnostic, sur la prescription, et puis sur l'assistance ou la substitution, c'est-à-dire la capacité que des actes médicaux ou chirurgicaux soient accomplis sans médecin, j'allais dire, hein, puisque ça existe aussi. Tout ne va pas être développé chez nous, et là donc il se reposera la question finalement du cadre juridique dans lequel on veut le faire, et d'une capacité à accepter ou pas, à produire ensemble ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Et je pense qu'il va y avoir un enjeu majeur. Donc sur l'autisme en particulier, moi je crois savoir qu'il y a des... Parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux, et je crois même avoir vu un article dans les Échos d'ailleurs là-dessus, il n'y a pas très longtemps. Donc il y a des choses qui sont en gestation. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, parce que très honnêtement je ne les ai pas vues, donc je ne veux pas vous dire, j'en ai une appréciation précise, ça va changer la face du monde, mais c'est vrai qu'à l'évidence il va y avoir des évolutions assez lourdes, et je pense que surtout on a intérêt à conjuguer ce qui va se passer dans le champ de la médecine et de la chirurgie à une implication du patient, pas seulement avec l'intelligence artificielle, mais avec tous les moyens qui vont être mis à sa disposition pour lui permettre vraiment d'avoir une meilleure connaissance des risques auxquels il est exposé, pour lui permettre d'être proactif sur ça s'il le veut, mais essayer de l'accompagner là-dessus, pour demain lui permettre, parce que lui c'est pas un autre, il va pas réagir finalement en situation de soins de la même façon que son voisin. Et puis dans l'accompagnement également, pour apporter des éléments de personnalisation. Moi je crois beaucoup à ça dans les années qui viennent, et ça va être une transformation. Par contre j'y crois dans un processus où il y a une mutualisation,
une non-sélection des individus en fonction de leur état de santé, et non comme on a pu voir à travers, par exemple, ce qui se passe, qui pour moi est de l'ordre du gadget et d'une sélection à l'envers qui va renforcer les inégalités sociales de santé. Je vais citer le nom. Hein. Il y a Vitality en Afrique du Sud, qui a été monté par Discovery, qui est repris par un assureur américain qui s'appelle John Hancock, et aujourd'hui, donc, il s'agirait de donner un bonus. Alors pourquoi pas un bonus, hein, ceux qui font un peu d'exercice physique, qui ont des comportements plus vertueux, qui surveillent leur alimentation, et surtout un malus, des pénalités à ceux qui n'auraient pas de comportement vertueux. Il y a des préventeurs dans la salle, tout le monde sait que c'est finalement ceux qui sont le moins informés, le moins en capacité finalement d'accéder à la prévention, qui du coup se retrouveront pénalisés, et de fait on va accroître les inégalités sociales de santé. Et en fait, non seulement pour les individus en question c'est injuste, mais en plus on va, à mon avis, en termes de société et de système de santé et de santé publique, on va dégrader considérablement la situation si on rentre dans des mécaniques comme celle-là. Donc nous on refuse ça, c'est très clair, pour des mutuelles comme les nôtres. Par contre, on est pour, dans un cadre mutualisé et d'accès assez généralisé, une personnalisation qui soit accrue, apportée par les moyens technologiques qui seront mis à disposition, et qu'on essaiera finalement, nous aussi, par notre action, d'offrir en accès à la population la plus large possible. Là, il y a un vrai enjeu de société, à mon avis, qui est majeur, au-delà même de l'IA. Merci. Donc il y avait une question ici qui sera sans doute la dernière. Alors, vous parliez, donc, Madame Rousset, tout à l'heure, d'éducation des enfants, donc des générations à venir, sur tout ce qui est algorithme, intelligence artificielle, ainsi de suite. Donc, quand on parle d'éducation des enfants, on parle d'éducation des enseignants. Donc, forcément, on parle de nous, puisque c'est nous qui allons former les générations à venir. Et moi, personnellement, je ne me sens pas du tout porté sur donc, la connaissance des algorithmes en général. Et en plus, vous parliez qu'il y a seulement 22 000 chercheurs dans le domaine. C'est donc un sujet qui est quand même assez grave, puisqu'il va falloir nous former donc les banquiers qui vont partir à la retraite prématurément. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire vis-à-vis de ça, s'il vous plaît ? Oui, vous abordez un point très important quand je disais qu'effectivement, il faut que l'informatique, l'algorithmique, soit enseignée dès le plus jeune âge. Il faut évidemment former les enseignants, et je sais que depuis des années, on milite, les enseignants du supérieur, pour que, tout simplement, pour des choses concrètes, pour qu'il y ait des formations au niveau des enseignants du primaire, qu'il y ait aussi un CAPES, une agrégation d'informatique, ce qui n'est pas le cas. Donc évidemment, ça passe par là, et c'est très... Malheureusement, c'est très long à faire passer cette idée que pour enseigner à des enfants, il faut aussi que les enseignants soient formés et bien formés à l'informatique et au concept. L'informatique, c'est très ambigu, parce que pour plein de gens, l'informatique, c'est un outil, et pour certains autres, c'est une technique, pour d'autres, c'est une science. Et je pense que ce qui est très important, c'est d'enseigner évidemment pas la science informatique dans toute sa complexité à des enfants, mais il y a des concepts très simples d'algorithmique que l'on peut enseigner à des enfants. Mais pour cela, il faut bien comprendre ce que c'est que l'informatique science, et il faut donc effectivement des programmes de formation et surtout une volonté politique de mettre les moyens pour former les enseignants du primaire et du secondaire. Et ça, on y travaille depuis longtemps, et il y a encore du travail à faire. Merci. L'objectif des conférences de ce cycle, et donc celle de ce soir, c'est de pouvoir nourrir le débat public, de pouvoir apporter des idées. Vous, dans la salle, vous êtes également mis à contribution parce que vous avez assisté à cette conférence et vous devenez quelque part un peu ambassadeur du contenu. Si jamais il fallait néanmoins retenir un message clé que chacun vous avez souhaité faire passer, et là, je vais vous demander d'être le plus concis possible, une idée qui résumerait votre pensée ce soir, laquelle serait-elle ? Peut-être que Patrick, on peut commencer par vous, s'il fallait vraiment faire un résumé très. À l'aune de l'enjeu qui se présente, vraiment la nécessité d'être proactif, en anticipation, d'avoir une stratégie nationale autour de cet enjeu, ça me paraît quelque chose de fondamental. Évidemment qu'il y ait une appréhension après des individus et de l'entreprise pour pouvoir projeter des choses qui inspirent la population et qui n'ont pas la décourage. Et je pense qu'il y a largement matière à y parvenir si bien sûr on commence à se projeter de cette façon, ce qui n'est pas forcément culturellement notre inclination première dans notre pays. Merci. Borna ? Moi je dirais, à l'aube de ces technologies qui sont en train de bousculer le monde et dans lequel l'homme se trouve un peu désemparé parfois, je pense qu'il y a évidemment toujours de l'espoir
Il faut y avoir de l'espoir, mais je pense qu'il faudra vraiment qu'on développe en tant qu'être humain de l'esprit critique, qu'on travaille beaucoup sur l'esprit critique et qu'on se demande très souvent pendant la journée pourquoi. Erwan? Je dirais l'avenir sera radieux à condition qu'on lui fasse confiance. Marie-Christine? Moi, je rejoindrais, j'oublie ton prénom, Borna, sur le fait que moi, je pense que, en fait, ce qui est très important, c'est former les gens à un esprit critique, à ne pas accepter, ne pas être passif face à la technologie qui rend des services, effectivement, tout à fait au niveau des loisirs ou au niveau de l'information, etc. Mais le risque, c'est vraiment que les gens soient passifs, et je pense qu'il faut vraiment développer les aspects esprit critique face à la technologie. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à vous dans le public. C'était la première rencontre dans le cadre du cycle. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Institut Sapiens, de Pixies, sur le site de Percival Lab, et puis évidemment du groupe Aesio. Et puis pour ceux qui soit ont décidé d'aller à Saint-Étienne dans pas longtemps, ou qui connaissent des gens à Saint-Étienne, ce sera la prochaine étape du cycle. Et puis Lille, début 2019. Merci encore à vous et excellente soirée à chacun.